Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans notre 4e émission Coup de poing, ça y est, on est dans la 4e. J'en viens pas. Je me vois encore démarrant il y a 4 mois et me disant mais on va faire comment? On va parler de choses tellement difficiles. Est-ce qu'on va nous écouter? Est-ce qu'on va être entendu? Oui. Eh bien, si. Heureusement, on est écouté, on est entendu. Alors, bien sûr, j'ai envie de vous dire, pas encore assez, parce que pour moi, ce sera jamais assez, parce que les sujets dont on traite sont tellement différents et tellement difficiles. Vous savez, on vous parle de violence sous toutes les formes. On vous parle de la violence sur les enfants, on vous parle d'inceste, on vous parle de la violence faite sur les femmes. Et en ce moment, Dieu sait qu'on va vous en parler, avec les féminicides qui se passent. On vous parle de tout ça, on vous parle de ma petite chronique littéraire que j'adore, puisque je vous parle d'ouvrages et d'auteurs inconnus qui ont eu la chance quand même d'être publiés. Mais tout ça, c'est bien plus avant dans l'émission. Pour le moment, je vais quand même revenir juste un petit peu sur l'émission numéro 3 pour vous redire, et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, à quel point on a été reconnaissant à l'IS Loufoque d'être avec nous. Parce qu'il nous a permis d'avoir une émission absolument fantastique, n'est-ce pas, ce qui nous a éclairé tous un peu plus sur les problèmes de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et Dieu sait qu'il y a des choses à en dire. Mais il reviendra, il nous l'a promis, il reviendra. Pas cette année, dans une autre saison. Bien, et bien maintenant, je vais commencer par vous présenter, à ma gauche. À ma gauche, à ma gauche, il y a qui? Il y a quelqu'un qui est très mordant, qui est très piquant, mais que j'aime quand même beaucoup, parce qu'après tout, c'est quand même Madame de Pique. Et c'est Coro. Oui. Bonsoir, Coro. Bonsoir. À ma droite, alors, j'ai quelqu'un de beaucoup plus réservé, digne, tolérante, pas toujours. Là, j'exagère peut-être un peu, je suis gentille avec elle ce soir, c'est mon quart d'heure de bonté. C'est Notre-Dame, Maître Elisabeth Ponviane, qui est Notre-Dame Justice. Voilà, Maître Ponviane. Bonsoir, Katia. Bonsoir, Elisabeth. En face de moi, j'ai une invitée ce soir que je suis, mais alors, tellement heureuse de vous faire découvrir parce qu'elle a écrit un livre fantastique qui s'appelle Peau d'âne et l'ogre. Et ça vous fait peur quand on sait qui était Peau d'âne, cette pauvre fille touchée par l'inceste de son père, et l'ogre qui était son père, évidemment. En face de moi, j'ai un brillant écrivain qui est Dominique Sigaud. Et Dominique Sigaud est beaucoup de choses à la fois, parce que Dominique Sigaud, elle est grand reporter, elle est reporter indépendant, elle s'est spécialisée dans l'Afrique noire, elle s'est spécialisée dans le monde arabe, elle est auteure de nombreux livres. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Et vraiment, vraiment heureuse de vous recevoir ce soir. Très contente d'être là. Ah, nous aussi. Et elle a fait un effort, Dominique, parce qu'elle vient pas d'à côté, c'est une provinciale. Vous êtes déjà, Dominique? Une provençale. Pardon. Dominique. Comment ai-je pu dire ça? J'arrive d'Arles exprès pour vous parler et pour parler avec vous. Ah écoutez, ça nous touche profondément. Surtout ce soir, on a tellement de choses à dire. À vos côtés, il y a un homme, parce que ce soir, on a un homme. On a un homme, on a un Charlie ce soir, puisque nous sommes des drôles de dames. Il y avait Lies la dernière fois. Voilà, on avait l'IS, mais là, on est une dame de plus. Ouais. Quand même, il va falloir être fort là. Arnaud Gallet. Arnaud Gallet, qui est Arnaud Gallet? Arnaud Gallet, c'est un anthropologue. C'est le directeur général de l'association Enfants Présents. Et quoi d'autre? Bonsoir et merci de m'inviter. Je suis également le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Voilà. Voilà, donc un collectif qui réunit 14 associations qui luttent contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants. On a cofondé avec Rada Hatem, qui est la médecin fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Beaucoup à faire, Arnaud? Il y a beaucoup à faire, effectivement, et surtout en ce moment avec les féminicides et bien entendu la grande situation des enfants qui sont également oubliés de tous ces drames, bien souvent, et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Oh oui. Oh oui, et on va en dire beaucoup ce soir. Alors on va commencer comme d'habitude. Nous allons commencer par nos brèves. Alors évidemment, je vous surprendrais si je vous disais qu'on n'allait pas parler de féminicide, parce que c'est carrément pas possible. Parce que là, on vit quelque chose
peut-être pas d'inédit, mais de tellement terrible qu'on va vraiment y revenir. Alors moi, je vais commencer évidemment par vous parler de Stéphanie Hayange. Hayange. Écoutez, Hayange, je vais être franche avec vous. Hein. Jusqu'à ce que ça se soit passé, j'ignorais que c'était en Moselle. Je suis pas très bonne en géographie. Alors là, depuis quelques jours, je vous assure qu'on parle de la Moselle. Mais j'aurais préféré qu'on ne parle pas de la Moselle dans cette histoire-là, parce que cette histoire-là, quand même, cette jeune femme, est-ce que vous vous rendez compte? Elle n'avait que 22 ans. Elle avait un enfant de 4 ans. Elle a un conjoint, bon, on va dire quand même ce qu'il était. Ce conjoint, il avait 23 ans, c'est pas très âgé non plus. Hein. C'est un Serbe rapatrié politique qui sortait de prison. Parce que figurez-vous qu'il était en prison. Il était même assujetti à un bracelet électronique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été autorisé, parce que apparemment, elle lui en aurait donné l'autorisation, à revenir vivre avec elle, alors qu'elle avait déposé une plainte et une main courante il y a quelques mois pour violence conjugale. On remet le loup dans la bergerie. Vous en pensez quoi, vous? C'est un problème d'emprise, encore une fois. Oui. Il y a quand même un problème de dysfonctionnement qui existe, mais il y a aussi ce problème d'emprise, comme dit Coro, parce que elle a été d'accord pour signer la domiciliation chez lui. Chez elle. Hein, chez elle, mais ça n'a pas été homologué par la justice, si j'ai bien compris. Ce qui s'est passé, c'est que la JAP, ce qu'on appelle première instance, au départ, comme il s'était passé lors de la dernière visite qu'elle avait faite à son conjoint en prison, une grosse dispute était intervenue, vraiment très violente, il l'avait menacée, et donc la JAP a dit non, moi je le laisse pas, je lui donne pas le bracelet électronique. Mais il a fait appel, et la chambre d'appel de l'application des peines lui a donné cet accord. Et elle avait signé effectivement cette autorisation pour qu'il vienne vivre chez elle. Et puis là, tout a dégénéré. Alors là, tout a dégénéré. Alors là, revenons quand même aux faits, parce qu'on peut pas passer dessus tout de même. Ça se passe la nuit. Apparemment, hein, à côté d'un commissariat. Ça se passe aussi, d'après toujours la police, sous l'emprise de l'alcool. Apparemment, les deux auraient beaucoup bu. La dispute devient très très forte. Elle vient tellement forte que les voisins tapent sur les cloisons pour tapage nocturne. Faut déjà bien réaliser, sachant que c'est une jeune femme qui avait déjà été touchée, hein, qui avait déjà été battue et maltraitée. Personne ne sort de chez eux, personne n'appelle. Voilà, il y a que le bruit qui dérange, c'est tout. À partir de ce moment-là, l'enfant, parce que imaginons quand même, ce couple, il devait pas être très riche. Hein. Donc l'enfant, obligatoirement, ou il était dans la même pièce, ou dans une pièce où malheureusement il a tout vu, ce petit. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Cet homme commence à frapper. Il frappe à l'arme blanche. Hein. Il frappe pas comme ça à coups de claque. Hein. Et encore, les claques, c'est très dangereux. Pas ce que je veux dire. Mais là, à l'arme blanche. Cette jeune femme prend peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Terrorisée, elle sort de chez elle, elle s'enfuit. Il la rattrape, mais écoutez, parce que c'est là où moi je vais attirer votre attention. Oui, il la rattrape, il va finir son travail, il va la poignarder, il va s'enfuir chez une de ses amies après. Mais moi, il y a une chose que je comprends pas, et on va demander à Dame Justice là à côté de moi. Comment se fait-il, Elisabeth, comment vous pouvez m'expliquer que quand même cet homme-là, alors qu'on est dans le feu de l'action, dans le feu de l'horreur, quand même, il pense à arracher son bracelet électronique pour pas être repéré et à le laisser sur le sol dans le domicile de la jeune femme, de sa compagne. Soit il avait prémédité, si c'est dans le domicile, moi j'ai pas tous les détails, c'est très frais donc j'ai pas tous les détails. S'il l'a laissé à l'extérieur, c'est qu'il voulait pas être repris. Oui. Donc il est allé se cacher. Bon, il a été repris très vite. Hein. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est dans cette affaire, c'est que les plaintes qui ont été déposées, main courante et plaintes qui ont été déposées au commissariat n'ont jamais été transmises au procureur, qui s'est empressé de faire une conférence de presse scandaleuse. Comme dans la plupart des cas. Ah non, c'était particulièrement scandaleux. Il était particulièrement, quand il a dit, nous, on n'y est pour rien, on n'était pas au courant. Un procureur de la République qui dit ça, je trouve que là, franchement, on dépasse les limites. Les plaintes, pour la plupart du temps, ne sont pas transmises
Il y a un délai. Ah, ça, c'est un autre voilà, problème. exactement. Mais je veux dire que le procureur qui s'exprime de cette Oui, bien façon-là, sûr. sauf que C'est le juge de l'application des peines, il dépend du procureur aussi. Enfin, il dépend de la justice. C'est un juge. non, lui, il c'est se pas... retire de l'affaire, en fait. Mais ça remet en question encore. Voilà, il le dit port la du justice. bracelet. La justice. Il n'y a pas eu de Enfin, dysfonctionnement de justice. Bah, si. Si, il y en a. Il y en a un. Même au niveau du port du bracelet. Ça nous prouve bien, encore une fois de plus, que ça mène pas à grand-chose. Moi, je voudrais intervenir sur, oui, allez-y. sur Ah une oui. chose, c'est que ce que je trouve terrifiant dans ces histoires, c'est justement la terreur. Quand on est une fille, on n'est pas préparé de la même manière à la violence. C'est Quand vrai. on est un garçon, malheureusement, c'est comme ça. Et il y a tout un imaginaire qui nous est transmis depuis des siècles. Et que les garçons, quand on est un Serbe, en plus, on vient d'une culture qui est déjà elle-même relativement Ça, c'est très vrai. C'est vrai. forte. Enfin, bon, bref. Très vrai. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que on ne fasse pas fonctionner la prévention à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux filles. Je vais vous parler d'une chose qui existe. Je voulais en parler tout à l'heure. Je vais en parler maintenant. En Afrique, il y a une pandémie de viols sur mineurs. Il y a des viols à n'en plus finir de gamines quand elles vont à l'école, dans le bus, à l'école elle-même, en rentrant de l'école. Enfin bon, c'est une vraie pandémie. Et il y a quand même évidemment des pays qui ont essayé de prendre ça à bras le corps. Et donc il y a quelques ONG, dont une qui s'appelle No Means No, non c'est non, qui fait des formations anti-viol absolument remarquables, qui marchent très très bien. Et ça fait baisser de 40 à 70% les taux de viol. Et je pense à ça à cause de cette jeune femme qui sort. Normalement, elle devrait hurler. Enfin, il faut apprendre. On apprend normalement à se défendre. Et ces formations anti-viol servent à ça. Moi, je suis pour que tous les enfants français, tous les enfants du monde, très jeunes, très jeunes, Très jeune. Oui. parce qu'en fait, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que si garçons et filles, et c'est le fait, font ces formations ensemble, les garçons apprennent sur la vulnérabilité des filles, et donc ils apprennent à se défendre eux-mêmes, mais ils peuvent aussi apprendre les bons gestes pour défendre leur copine si leur copine est agressée, et les filles apprennent à se défendre, c'est-à-dire intègrent Tout à fait. Tout à fait. en cas de danger, briser la glace. Parce que c'est ça qu'il faut faire en cas de danger, il faut briser la glace. Tout à fait Il faut vrai. hurler, il faut faire des choses qu'on nous apprend. Parce que bien souvent, les femmes, les filles en général, sont sidérées. En fait, il y a de la C'est ça, sidération terrorisé, et n'arrivent absolument. plus à bouger. Ouais. Et il faut passer outre. Et c'est très Alors culturel. certaines femmes arrivent à passer outre, mais généralement c'est des femmes qui ont un vécu, qui ont fait la ZEU ou qui ont d'autres circonstances, d'autres évolutions. Mais celles qui n'ont jamais rien connu ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas crier. Oui, Mais ce n'est pas un consentement, c'est pas qu'elles acceptent, c'est qu'elles ne peuvent pas bouger. C'est un mécanisme Voilà. inhérent au traumatisme. Exactement. On retrouve, Exactement. Totalement. ce type Il y a de le situation. problème de la force physique aussi. Il y a la force, du violeur aussi, ou c'est du vrai qu'il y a la meurtrier, force. C'est l'ogre, hein, c'est Oui, voilà. c'est le loup, c'est l'ogre, Exactement. Et ce que dit Mais, Dominique, si elles hurlaient, si elles apprenaient à hurler, à crier, au moins ça pallierait la force physique. Et là, il était Elles minuit, alerteraient. il était Non, minuit mais et au demi moins, dans il y a la des gens rue. peut-être qui l'entendraient dans la rue. je Minuit sais et pas, demi, mais- les voisins n'ont rien fait. Les minuit et demi Ouais. dans la rue, le commissariat était fermé. Ouais, c'est Le terrifiant. bracelet, C'est- le commissariat à côté. Et ça Non, mais n'a- là, on a un ensemble de choses qui fait que cette histoire est révoltante. C'est pas pour rien que ça a mis la France debout un peu en ce moment, hein, parce qu'on ne parle que de ça. Faut pas exagérer. Il y a Ah, pas eu écoutez, que ça. je veux y France croire, debout. moi, je veux y croire, je veux y croire. Pas encore. Hein. Quand même, il y a eu Non, des non, manifestations non, un peu partout, Oui, ah, quand d'accord, même. ok. Quand Ça, même, ça, tout le monde a... d'accord. Non, quand même. Là, on a réagi. Il y a les médias aussi qui sont Les là. médias aussi, oui, depuis 2 jours. Bon, ça, je suis d'accord avec Dominique, ça suffit pas. Mais quand même, Quand Non, on mais voit le vraiment nombre, qu'on aille dans les écoles. Ah oui, qu'on tout à aille dans fait. les écoles. quand on voit le nombre de femmes qui sont mortes ces derniers temps, mais qu'on aille, on n'arrête pas de le dire, aller dans les écoles. Mais que fait l'éducation nationale? Mais moi, je le répète comme ça, c'est juste pas possible. alors à ce moment-là, on peut peut-être même se poser une autre question. C'est lorsqu'ils sont arrêtés, ces gens-là, qu'on les met pour violence conjugale, qu'on les met en prison. Vous croyez pas que là, il y aurait quelque chose à faire pour leur apprendre à respecter la femme, etc. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces prisons? Qu'est-ce que l'on y fait? Il y a des formations qui sont faites quand même. Justement, j'ai vu ça hier, je crois. J'ai vu un reportage là-dessus qui était très très bien d'un lieu, mais alors je sais plus si c'était à Bordeaux ou ailleurs. Je crois que c'était à Bordeaux, qui accompagne justement les hommes. C'est peut-être partout qu'il Violent. faudrait qu'il y ait ça. Mais Bien même, sûr. même à Paris, hein, même Bien sûr. dans ouais. certaines Le zones, il y a des gens qui vont dans les prisons et qui Ouais, font mais des- le problème, de c'est qu'il y en a l'information. très peu. Hein. Très, très peu. On a Toujours pas problème- assez. on en revient toujours au problème de moyens. À partir du moment où il n'y a pas de moyens, où il n'y a pas de Ça coûte psychologues rien, partout. ces trucs-là. Ah, mais c'est Ah, toujours si. le financement le problème.
financement est très... Après, il y a un problème d'impunité, c'est-à-dire que derrière, même si il y a une Il y prise a en un charge... problème de civilisation. Oui, après, même s'il y a une prise en charge psychologique, et les psys le disent très bien, c'est-à-dire que si la peine n'est pas à la hauteur de la gravité justement des actes commis, ça veut dire qu'on a des personnes derrière qui ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'elles ont fait directement. Absolument. Et la difficulté, elle est là aussi, c'est-à-dire que là où il y a un vrai sujet de société et qui doit venir justement impacter fortement la justice, si on veut limiter, enfin plus que limiter, voire qu'il y ait vraiment une tolérance zéro à ce niveau-là, faut arrêter aussi évidemment quand on voit les peines sur certains faits de violence, mais c'est inouï, quoi. Je veux dire, des peines de sursis sur des personnes qui sont, c'est des tentatives d'homicide, directement, bien sûr. 6 mois de sursis. Exactement. C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. C'est Y vrai, compris sur les enfants, Ce que sur, j'allais voilà. dire, c'est vrai sur les incestes, Bien c'est sûr. vrai Sur les sur enfants. tout. Ouais. Oui, mais on voit bien qu'il y a cette banalisation et les psys le disent bien. Moi, j'avais fait une émission comme ça avec un psy qui le disait en disant que systématiquement, en fait, les cas et d'ailleurs, ça incite à presque de la récidive. Et bien souvent, la récidive est stoppée quand la peine est à la hauteur de l'acte c'est commis. ça. Ils ont besoin d'une limite, Exactement. bien sûr. Tant qu'il n'y a pas de sanction, ça continue. Donc oui, il y a de la prévention, c'est essentiel parce que bien entendu, il faut pouvoir dénoncer, même s'il y a un état de sidération qui est lié au traumatisme, mais il y a quand même une prévention qui doit au moins permettre, soit quand ça se présente, effectivement, de pouvoir agir, et si on n'a pas agi, de pouvoir aussi exprimer les choses, parce que la société peut entendre. C'est ça le signal de la prévention qui est important, c'est là-dessus que je vais, c'est-à-dire que la société dit que c'est pas possible. Or aujourd'hui, on est dans quelque chose où finalement on idéalise toujours. Alors on a bien vu, on a vu le mouvement quand même MeToo inceste il y a peu de temps. Ça y est, on est passé dans autre chose. On a un garde des Sceaux qui nous a parlé L'actualité marche. qui nous a parlé même de Roméo et Juliette alors qu'on bien était sûr. sur des voilà et hop, Non. c'est fini. Après hop, on passe un coup de Magic en quelque sorte et on passe à autre chose. Mais sauf que les morts rattrapent. En fait, Exactement. La mort rattrape et qu'on est obligé de remettre le nez dedans, tout simplement. Alors moi, je vais vous faire traverser la France, puisqu'on était en Moselle. Maintenant, je vais vous emmener à Mérignac. Mérignac, près de Bordeaux, vous voyez, tranquille. Et là, il s'y passe quoi à Mérignac? Eh ben, la même chose. On a une jeune femme qui s'appelait Chahinez. Chahinez, c'était une jeune femme qui aimait la vie, qui avait 3 enfants, qui avait un compagnon violent, qui avait fait quand même de la prison lui aussi. Il avait été mis en prison avec sursis. Et il se passe quoi? Voilà, il est sorti. Il est sorti et Chahinez, eh bien, elle y a perdu la vie d'une manière, je crois que c'est pas possible. Il l'a pourchassée, il lui a tiré dans les jambes et une fois qu'elle a été à terre, il l'a brûlée. Il l'a brûlée. Et vous me ferez pas croire que là, il n'y avait pas des gens. Là, c'est pas possible. Comment on peut laisser faire ça? En plein jour. En plein jour. Vous n'allez pas me faire croire. Non, mais c'est là que sont intervenus ces 2 garçons, je Voilà, crois, qui ont c'est ça. essayé C'est ça. d'intervenir, qui étaient Mais- tout jeunes. Alors, Mais ils étaient très touchants parce qu'ils étaient vraiment très très jeunes. Et ils étaient évidemment, eux aussi, ils étaient sidérés Bien par... sûr. C'est Par l'acte. tellement violent. c'est la pire violence, je crois Donc qu'on ils ont puisse essayé imaginer ça. d'intervenir et le type leur a dit laissez-la crever, c'est une salope, etc. Enfin, Mais comme tu d'habitude. mettre le feu. Et je Rendez vais compte. vous tuer, de toute façon, je vous tuerai si vous intervenez. Et comment on fait? On a 15 ans, on a Encore la 14 ans. peur. et- La peur. Mais là, alors justement, là où moi je vais attirer votre attention, c'est que vous voyez, je viens de vous citer 2 cas terribles, vraiment qui nous marquent en ce moment. On en parle beaucoup. J'en ai un 3e, Arpajon aussi. Ça, vous avez entendu. Alors là, cette jeune femme, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle était venue faire dans le domicile de cet homme? On ne sait même pas si elle avait eu une relation avec ou pas, mais elle y emmène son fils, ses enfants. Et là, il se passe quoi? Encore une fois, à cause de l'alcool, trop d'alcool. Eh bien, il la tue, cette fois à coup de marteau. Comme ça, devant un enfant de 11 ans, vous voyez, c'est fantastique. Et quand vous pensez que dans ce cas-là, parce que là, ce qui est terrible, c'est que le père lui-même était en quelque sorte séparé de ses enfants, il vivait à l'hôtel, mais les enfants aujourd'hui qui faisaient déjà l'objet d'un placement, ils retournent à l'ASE, dont on parlait la semaine dernière, on en parlait. Bon, le mois dernier, pardon. Eh bien, voyez, c'est la même chose pour Chahinez, parce que vont devenir ces enfants? ASE. Et c'est pareil pour la petite Stéphanie dont on parlait tout à l'heure, en Moselle. Que vont devenir les enfants? ASE. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis Ce dévastée. sont des enfants qui, malheureusement, sur l'émission précédente, on en a parlé, sauf qu'à Rare, où ils se trouvent dans une famille. C'est ce que Lies nous expliquait. Dans la première famille, il a été très bien traité, très bien. Mais on l'a séparé parce qu'il paraît qu'il y avait trop d'attachement. Alors moi aussi, ça c'est un Et dans la problème que je dernière, comprends voilà. pas.
Alors, je rebondis là-dessus, parce que même dans les cas de violence, comme là, quand les femmes vont porter plainte ou quand elles sont suivies par des assistantes sociales, on prévient les assistantes sociales. Quand il y a un degré d'implication, on leur dit non, il faut rester professionnel. Et ben c'est exactement la même chose. Bien sûr. Vous venez de dire. Oui. C'est-à-dire que quand on est dans une famille d'accueil et que la personne, elle est censée, elle a l'enfant depuis qu'il est tout petit et qu'elle s'y est attachée, à partir du moment où cette personne lui donne de l'amour, et ben on lui retire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas à s'impliquer et à ressentir des sentiments. Comment on peut éduquer un enfant sans lui donner de l'amour ? Non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, puisqu'on sait très bien que le lien, c'est par le lien que l'enfant se bâtit. Mais c'est pareil pour ces femmes. C'est exactement la même chose. Elles ont besoin de reprendre confiance. Bien sûr. Comment quelqu'un reprend confiance ? C'est quand il est entouré et qu'il sent que l'autre personne face à lui a le même ressenti. Donc c'est un partage. Sans ça, ça ne marche pas. Ça, c'est privilégier le lien du sang malgré tout. Il peut y avoir des tas de violences par le lien du sang, mais on privilégie toujours le lien du sang. C'est d'autres. Il nous expliquait l'IS aussi. C'est ça. Voilà. Entre-temps, il a eu énormément de foyers avec tout ce qu'il a subi comme abus de toutes sortes. Et sa dernière famille était aussi une très bonne famille. C'est qu'il a fait aider à se sortir un peu de tout le calvaire qu'il a subi de la naissance jusqu'à... alors qu'il en avait connu une extraordinaire au début. Mais on a empêché cette famille de le garder parce que cette famille était obligée de déménager. On a laissé, pour l'IS, la chose, moi, qui m'a fait bondir le mois dernier, c'est lorsqu'il nous a expliqué que, en fait, la mère était atteinte de démence. Donc, il en avait peur. Il en avait peur. Et on lui a laissé, par contre, des droits sur l'enfant. Oui. L'autorité parentale. L'autorité parentale est restée. Parce qu'on idéalise la famille. Voilà. Quelque chose en France. Voilà. Le lien du sang. Le lien du sang. Même sans ça, il y a toujours par rapport la famille biologique. Par rapport au côté professionnel, on retire les enfants, comme je l'ai dit moi aussi la semaine passée. Des fois, c'est pas le lien du sang, c'est juste parce que la personne qui garde l'enfant s'investit totalement. Donc on lui retire, on confie l'enfant dans une autre famille, l'enfant va subir des sévices. Absolument. Parce que une personne, est aux petits soins avec. Oui, mais souvent, Coro, c'est aussi parce qu'on ne veut pas éloigner, par exemple là le cas du déménagement. C'est ça. On ne voulait pas l'éloigner, l'IS, de sa mère biologique. Alors que l'enfant ne voulait pas l'avoir. Moi, je parle au point le plus contradictoire. C'est-à-dire, moi, je parle du cas où vous restez dans la même région, où vous avez quelqu'un qui vous élève depuis l'enfance, et on vous retire sous prétexte que la personne est impliquée. Ça, c'est le lien. Alors qu'on vous remet pas dans votre famille, on vous replace ailleurs, chez d'autres gens qui habitent pratiquement... ou dans un foyer. À côté. Donc, c'est complètement illogique. C'est illogique, c'est de la déconstruction de l'individu. Parce que le peu qu'il avait commencé à avoir, on le lui retire. Oui, alors qu'il avait, vous voyez, il était déjà dans la souffrance, on lui prend voilà. Le cœur n'est pas pris en compte. Enfin bon, écoutez, là on est obligé d'avancer parce qu'on peut pas, voilà. Mais bon, Coro va nous parler de quelqu'un qui nous perturbe pas mal quand même, hein. Oui, il a fait beaucoup parler de lui, Nordal Lelandais, Il a été condamné là, le 11 mai à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et ce meurtre a été élucidé. Je vais revenir un peu sur l'affaire Maëlys, qui nous a énormément touchés. C'est le meurtre de cette petite fille de 8 ans. C'est ce meurtre-là, finalement, qui a permis de mener les enquêteurs à l'autre affaire, en fait. C'est le lien entre les vidéos, l'ADN, la gendarmerie, un travail mais phénoménal. Pour une fois, on peut pas reprocher aux gendarmes de ne pas s'être investis. À ce moment-là, c'est eux qui ont découvert une trace d'ADN dans le coffre, alors que Monsieur Lelandais avait nettoyé sa voiture pendant 2 heures le lendemain de l'enlèvement de cette petite fille de 8 ans qu'il avait enlevée le 27 août lors d'un mariage. Donc cette voiture, c'est cette Audi A3 qui a conduit les enquêteurs à ce jeune homme, au meurtre qui a fait aboutir cette histoire du meurtre de ce jeune caporal de 23 ans quand même. Et ce qui est fou, c'est que cette petite fille, ce petit ange, finalement, a délivré, en quelque sorte, les parents de cet individu qui n'arrivait pas à passer à autre chose. Le meurtre de cette petite fille, comme disait la mère du caporal, a permis de elle la libérer par rapport à son fils, mais c'est horrible.
quand on voit le contexte. C'est horrible. Quand on voit c'est quoi qui a mené à sa libération. C'est horrible. On a vu la dignité de cette famille. Exactement. Qui a dit, bon, ben voilà, il y a 20 ans. Et puis, mais moi, par contre, comme vous, Coro, vous avez dû entendre, la maman, par contre, de la petite Maëlys, l'affaire sera jugée en juin. Qui espère, elle, que c'est pas 20 ans qu'il va prendre. Parce que ça inquiète beaucoup. Vous vous rendez compte, c'est pas cher payé. On n'est pas sûr parce que y a l'affaire de la petite Maëlys qui va être jugée en mois de juin. Ouais, et je crois que c'est en juin. En juin. Bon, peut-être que ça a changé depuis, mais en juin. Et dans l'affaire de la petite Maëlys, il ne pourra pas être poursuivi pour viol, pour prescription. Alors moi, je voulais que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se fait. Non, c'est pas pour prescription, c'est parce qu'en fait, ils n'ont retrouvé que les vêtements. Non, ils ont mis hors délai. Donc hors délai, pour ça j'attendais de vous voir pour que vous m'expliquiez. Surtout qu'est-ce que ça signifie hors délai. Ils n'ont pas pu l'état du. Oui, 6 mois corps. Après. L'état du corps était dans un tel état qu'ils n'ont pas pu. Ils l'ont retrouvé 6 mois après dans le ravin, à l'endroit où le viol n'est pas prescrit sur 6 mois, donc c'est qu'ils n'ont pas pu l'autopsie n'a pas permis de prouver qu'il y avait eu viol, parce qu'en fait les restes du corps n'étaient pas suffisamment. Les parents de la petite Maëlys sont déçus et ont du mal aussi à s'en remettre. Il y aurait peut-être aussi une troisième affaire. Il fréquentait une boîte de nuit, le Studio 54. Un père qui a perdu son fils a toujours dit il s'est passé quelque chose. Je ne pense pas que mon fils ait fait un accident de voiture. Ouais. Et comme par hasard, la même personne fréquentait ce lieu. Donc peut-être un troisième. Seulement, on peut pas se suffire, et ça, je pense qu'Elisabeth va le confirmer, mais la loi, c'est comme ça, il faut qu'on ait des preuves tangibles. Mais on peut pas dire peut-être que. Pour l'histoire du viol, par exemple, il ne peut pas être poursuivi pour viol. Mais quand même, on avait retrouvé dans son portable des vidéos pédopornographiques, parce qu'il était parti à l'anniversaire. Sur ses nièces, oui. Non, avant ça, il avait été invité à un anniversaire. C'était une jeune femme, Élodie, qui fêtait son anniversaire. Et sa petite fille, Émilie, on avait surpris dans le portable de ce monsieur des vidéos où il touchait le sexe de cette petite Émilie. Donc, ça démontrait bien déjà qu'il avait des tendances. Ensuite, il a eu, pareil, des actes de perversion sexuelle sur ses nièces, sur ses petites cousines. Il y a 2 cousines et 3 cousines. Dont une de 14 ans, le jour de l'enterrement de son père. Donc, en fait, c'est quelqu'un quand même qui cible des personnes assez vulnérables. Parce que pour s'attaquer à une jeune fille le jour du décès de son père, il faut vraiment pas avoir de confiance. Je sens qu'on aura d'autres choses à en dire dans quelques temps sur cette affaire-là. C'est pas fini. Bon, moi, je vais juste vous donner quelques mots, vous dire quelques mots que tout le monde connaît. Bon, Michel Fourniret, ça y est, il est mort. Oh. Ouf. On va tout dire ouf. Bon, maintenant, tout le monde attend ce que va nous dire. Voilà, non, moi je dis pas ouf, mais enfin j'ai envie de vous dire, on attend ce que va peut-être dire maintenant Monique Olivier, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a surgi ces jours derniers où on parle d'emprise. Vous savez, cette fameuse emprise. Il semblerait malgré tout que cette femme était sous emprise. Allez savoir si maintenant, il n'est plus là. L'ogre n'est plus là. Est-ce que Monique Fourniret va enfin pouvoir Fourniret. Oh, j'appelle Fourniret. C'est vrai qu'ils étaient mariés. Monique Olivier. Est-ce qu'elle va peut-être enfin nous lâcher d'autres éléments qui vont nous aider? Peut-être. Moi, j'ai pas votre optimisme parce que ça fait déjà longtemps qu'il est hors circuit et elle n'a jamais parlé pour l'instant. On va voir. Ou alors elle a parlé sans arriver. Ils ont creusé sur les indications qu'elle a données et ils n'ont rien trouvé. Alors, l'histoire n'est pas finie. Coro, si vous nous parliez un petit peu de l'enfer de Valérie Bacot. Valérie Bacot, c'est une femme, comme vous dites, qui a connu l'enfer. Une femme qui a 4 enfants, qui a été battue, violée, prostituée, on peut dire par son beau-père. Parce que, alors, c'est quelque chose de compliqué quand même. Le père de ses enfants était l'ancien compagnon de sa mère. Donc déjà, ces sévices à elle ont commencé très tôt, à l'âge de 12 ans, à l'arrivée de ce monsieur dans le domicile. Il a commencé tout de suite, tous les soirs après l'école, à abuser d'elle. Elle le dit bien clairement. Ensuite, à 17 ans, elle est tombée enceinte et elle a emménagé avec lui. Sa mère, apparemment, qui devait être aussi sous emprise, a même emballé ses affaires pour qu'ils aillent vivre ensemble. Donc c'est quand même une situation complexe. On peut dire que depuis l'enfance, elle était quelque part un peu sous emprise, déjà dès l'enfance. Elle n'a pas eu, cette femme n'a pas eu d'enfance, on peut dire ça comme ça. 12 ans, c'est très très jeune.
Je sais pas, hein, Arnaud Gallet, 12 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire 12 ans, victime d'agressions sexuelles répétées, de viols, de pédocriminalité. Ouais, il y a plusieurs choses dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a la question, forcément, de la question du consentement, mais au-delà de ça, il y a la question de l'inceste. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur cette question de l'inceste, quand c'est le beau-père, etc., encore aujourd'hui, même avec la loi qui est passée, quoi qu'on en dise, parce que on a voulu nous dire que c'était historique, et si ça avait vraiment été historique, en fait, on nous a fait un service minimum avec la protection des enfants. Alors que réellement, on aurait dû aller au bout des choses et protéger réellement les enfants. Cette question de l'inceste, aujourd'hui, elle est encore mal définie. Ça signifie que, typiquement, ce type de relation pourrait avoir lieu, alors pas à 12 ans, certes, d'après la loi, mais quand même, elle peut avoir lieu. Et non, c'est même pas la majorité d'ailleurs aujourd'hui. Le contrôle et l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exactement. C'est-à-dire que c'est une enfant de 15 ans peut avoir une relation avec son beau-père. Voilà, c'est ce que d'une certaine manière dit la loi encore aujourd'hui pour dire qu'on n'a rien compris de ces histoires-là. Non, on n'a rien compris là. Oui. Voilà, c'est inacceptable Ouais. et on n'est pas en capacité de protéger les enfants et on pense même qu'il peut y avoir en France, hein, c'est quand même assez dingue et ça montre bien là où on en est et tout le chemin qu'on a quand même au niveau. On pense qu'il y a un inceste consenti parce que c'est quelque chose quand même plaidé quand même par le ministre, enfin par le garde des Sceaux directement. Donc on est vraiment dans quelque chose qui fait bondir quand on a été soi-même victime d'inceste réellement. Le garde des Sceaux, tout le monde sait que les femmes et les enfants ne l'intéressent pas, donc ça c'est. Oui, mais après le garde des Sceaux, on peut dire qu'il est... je le connais comme avocat. Après, on peut imaginer qu'il est pas, il est pas seul. Comme avocat. Dans ce cas-là, on peut dire la même chose pour notre Il président. traite. Ah non, mais oui, mais il n'était pas. Moi, Dans ce cas-là, non, on peut aller loin. Après, il n'est pas seul, hein. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui vient celle du gouvernement et donc également de. Je veux dire, à Outreau, il s'est très mal comporté. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est vrai, nous savons. Sur l'histoire Valérie Bacot, donc du coup, elle a quand même subi 24 ans de souffrance, donc 14 ans de prostitution, parce que son beau-père, du coup, qui était devenu son compagnon, avec qui elle a eu 4 enfants, l'a prostituée. C'est monté crescendo, en fait. Il lui a tout fait. Elle a tout subi. Il l'a pris comme une marionnette de 12 ans à ses 40 à peu près. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a ces histoires finalement terribles, affreuses et révoltantes. Et puis après, il y a toutes ces histoires dont on ne parle pas, qui sont celles qui se présentent tous les jours quasiment dans les hôpitaux où vous avez des jeunes femmes, enfin des enfants, des adolescentes qui sont enceintes d'un de leurs parents, réellement un parent proche, ça peut être un oncle, ça peut être un père, etc. Et où il y a des IVG d'ailleurs qui sont faites et qu'on tait complètement. Et d'ailleurs, on a très peu de chiffres réellement par rapport à ça. Et là aussi, il y a un réel sujet. Et si on le souhaitait, avec les moyens qu'on a quand même en France, on pourrait agir également pour savoir aussi mieux dépister et puis même condamner d'une certaine manière. Mais là, elle risque quand même la perpétuité. Et elle dit, ce qui est fulgurant, c'est qu'elle dit que pour elle, c'est un soulagement. Ce procès, c'est un soulagement parce qu'elle arrive à un moment de sa vie, elle arrive à la fin. Et là, pour elle, c'est un combat en fait. C'est soit lui, soit elle qui gagne. Ça, c'est fort. C'est vraiment fort. Alors, on va attendre ce procès avec beaucoup d'intérêt. Alors, moi, je vais vous résumer quelques faits. Hein. La violence des jeunes au quotidien, à l'arme blanche. Alors, on a eu l'assassinat de Marjorie. Vous vous rappelez, une adolescente de 17 ans qui se fait tuer par un mineur de 14 ans à Ivry-sur-Seine. Je vais vous parler de l'assassinat de Mathéo, un adolescent de 17 ans qui s'est fait tuer à Champigny-sur-Marne par un mineur de 16 ans. Après, alors là, par contre, là, j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que je suis obligée de vous en parler. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une fillette de 4 ans, qui a été tuée par sa mère à Reims? Cet enfant a été tué, mais sa mère avait un handicap mental. On l'a laissé avec cet enfant et on s'étonne que ça finisse tragiquement. Ouais. Pareil, même chose pour cette mère qui a tué ses 2 enfants de 8 ans et de 8 mois, à l'arme blanche aussi. Elle les a égorgés. Enfin, on peut pas, on a envie de hurler, hein, en se disant, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, là? Où va-t-on? C'est abominable. Voir une mère, enfin. Et je vais conclure juste en vous parlant d'un petit scandale qui a lieu en ce moment à l'école Montessori à Grenade. Alors quand je dis à Grenade, c'est à côté de Toulouse, c'est pas à Grenade, non. Et là, il y a 3 plaintes pour agression sexuelle sur des enfants de 3 à 6 ans. Apparemment, ils auraient été touchés
pendant leur sieste par une enseignante et par une agente territoriale. Mais ça, c'est à suivre parce que les parents ont déposé plainte. Mais, et là, je touche à un sujet qui touche beaucoup Elisabeth, la parole des enfants est mise en doute. Oui, la gendarmerie a dit surtout calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ce ne sont que des petits enfants et peut-être ont-ils pris des gestes anodins pour des gestes. Non, mais sérieux. Oui, comme vous dites, oui, C'est sérieux. quand même. Ça... Et ça, c'est nous dans les commissariats ou dans les gendarmeries, on l'entend sans arrêt. Un enfant de 3 ans n'a pas de parole. Ça et les enfants sont des menteurs. Ça, c'est. Ouais, non, mais Pourtant, ils font des dessins qui sont très Et oui. expressifs. Les dessins sont. Là, ils sont explicites, mais bon, écoutez, ça, Voilà. on va attendre d'en savoir plus. Bien. Alors maintenant, nous allons aborder notre talk show du mois de mai. Alors, notre talk show du mois de mai, eh bien, va concerner les séquelles médicales, le parcours de santé, et bien entendu, ça va se raccrocher à des choses très douloureuses puisqu'il s'agit des séquelles après l'inceste, après la pédocriminalité. Et c'est pour ça que nous avons 2 personnes ici très importantes pour moi ce soir, puisque nous avons donc Dominique Sigaud, qui a écrit un livre dont je vous rappelle le titre « Peau d'âne et l'ogre », paru chez Albin Michel. Et dans ce livre, Dominique, vous avez essayé en fait de nous faire, moi j'appelle ça une Bible. Vous avez fait l'état des lieux de tout ce qui peut se passer. Voilà, ma Bible. Alors, vous, Dominique, c'est cela. Quant à Arnaud, alors Arnaud Gallet, vous êtes aussi là parce que vous êtes une ancienne victime, Arnaud. Hein, je crois qu'on est autorisé à le dire. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez subi des choses. Bon, alors après, on n'ira pas chercher à faire la différence. Voilà, est-ce que je peux vous poser une question que je me pose toujours. On dit vous êtes une ancienne victime, et je me pose toujours la question. On peut pas être une ancienne victime. Ou est-ce qu'on peut être on est une victime? Non, si, moi je dis j'ai été victime. Je préfère le dire de cette manière-là. Après, je pense qu'effectivement on garde des séquelles à vie, mais je suis pas convaincu que. Après, vous n'êtes plus une victime. Exactement. Ok. D'accord. Non, mais vraiment. C'est pour ça que le terme ancienne, je trouve ça bien. Je me suis posé la question plusieurs fois. Oui, mais moi je comprends cette réflexion puisque moi-même aussi j'ai été victime. Je dis toujours je pue qu'on me parle d'avoir été victime. Non, je suis pas une victime, je suis une personne qui a une ancienne victime. Voilà, qui a grandi, qui s'en est sortie et qui aujourd'hui qui peut aider les autres. Parce que c'est ça notre problématique, Arnaud, c'est d'aider les autres. Nous le reste, c'était passé quoi, c'est fait. Donc parcours médical, comme c'est compliqué parce que c'est un grand mot, mais quand on parle des séquelles, elles sont multiples. Dominique, dans votre livre, vous évoquez les dépressions. Il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que j'ai parlé à des victimes, des anciennes victimes, mineures et majeures, de viol et d'inceste. Et en fait, il y a une gamine à qui je pense là maintenant, Anne, qui a été violée par le fils de sa nounou pendant 2 ans. Donc elle était toute petite et lui, il avait 15 ans. Elle a tout oublié. Et puis c'est revenu parce qu'un de ses petits copains a fait la même chose que le garçon. Et tout d'un coup, ça a explosé dans sa tête. En fait, elle s'est retrouvée avec les deux en même temps, quoi. Et Anne, elle est très touchante parce qu'elle est très consciente de plein de choses. Et en fait, donc elle a tout oublié. Elle avait 3-4 ans, elle a tout oublié. Elle a rien dit, ni à son papa, ni à sa maman, ni à personne. Mais néanmoins, elle allait pas bien. Elle était boulimique, elle n'arrivait pas à dormir, elle était dépressive, et ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle avait un papa et une maman plutôt gentils, etc. Et ça m'a infiniment touchée. Parce qu'en fait, elle ne sait absolument pas, il y en a plein qui sont comme ça, elle ne sait absolument pas pourquoi elle va pas bien. Elle sait qu'elle va pas bien, elle se connaît suffisamment pour savoir qu'elle va pas bien, elle ne sait pas pourquoi. Et c'est là qu'interviennent les questions de formation, de prévention, etc. C'est ça, là on est en plein dans l'amnésie traumatique. En fait. Bien sûr. Bien sûr. Moi je dis toujours, elle a pas oublié. C'est le cerveau qui a mis ça quelque part. Caché. Qui l'a, voilà. Ouais. Parce que sinon, elle aurait peut-être même pas pu continuer à exister. Bien sûr. Et je pense qu'on a subi ça parce que moi, je le dis souvent, je l'ai subi, mais moi, je le subis autrement. Ça veut dire que lorsque j'encaisse trop de choses, par exemple, ce que j'ai fait tout à l'heure en parlant de choses très difficiles et tout, est-ce qu'en sortant, mon cerveau va pas mettre ça de côté pour que moi, je puisse vivre et respirer?
Parce que ce qui fait mal, on l'occulte. Combien de temps l'occulte-t-on? On ne sait pas. Moi, j'en sais rien. Ça peut être quelques heures, ça peut être plusieurs jours. Je n'ai pas subi d'amnésie post-traumatique. Je me rappelle avec tous les détails de ce que l'on a pu me faire. Mais lorsque j'en peux vraiment plus, bah oui, mon cerveau se met, moi j'appelle ça se mettre en veille. Arnaud, vous en pensez quoi de ça? Moi, j'ai vécu des périodes d'amnésie traumatique différentes. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle. Et par exemple, j'avais uniquement au début le souvenir de certaines choses qui faisaient que je culpabilisais en fait de ce qui s'était passé. Mais c'est grâce au psy que j'ai réussi à me rappeler, enfin grâce à moi, mais avec l'aide d'un psy, on va dire comme ça, que j'ai réussi à me souvenir des détails, en fait, la manière dont la personne me fait une anxiété prise et tout l'état de sidération finalement que j'avais. Mais moi, ce que j'en avais retenu, puisque je me persuadais d'une certaine manière que j'étais comme si un enfant finalement de 8 ans, parce que j'avais 8 ans, pouvait être attiré par un homme. Bien sûr. Qui était mon grand-oncle. Mais sauf que quand on le vit, ben on le voit pas comme ça parce qu'on le vit dans son corps d'une certaine manière. C'est exactement ça. Et c'est là que c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on parle pas parce que voilà. Et puis j'ai été violé à l'âge de 12 ans par 2 de mes cousins. Et là j'ai fait alors en plus eux pour le coup, alors c'est là qu'on parlait de violence tout à l'heure. Moi je pense que la plupart des viols, et là on oublie de le dire parce que c'est vrai qu'il y a justement tous ces sujets qui par moments sont forcément qui dégagent un peu cette figure du monstre dont on parlait à la pause. Et on oublie de dire que bien souvent, par exemple, les viols, il n'y a pas besoin forcément de violence physique. Et ça, c'est la première chose. Alors moi, mes cousins, par contre, ont usé de la force, puisqu'il y en a un des deux qui m'a saisi les poignets pendant que l'autre me mettait son sac dans la bouche directement. Et j'ai effectivement, pour survivre, j'ai occulté ces éléments pendant 15 ans. Et c'est revenu en thérapie parce que je le dis souvent, on m'a volé mon enfance, j'ai aucun souvenir d'enfance. Et c'est le psy qui me disait simplement, écoutez, essayez de vous souvenir, vous avez une maison de famille, enfin une grand-mère peut-être du côté d'Angers, vous allez bien chez elle, etc. Bah oui, j'allais chez elle. Vous avez bien des souvenirs, je sais pas, des spectacles d'enfants, etc. Et c'est grâce finalement à son approche que j'ai pu, au bout d'un moment, les choses me sont revenues. Je l'ai dit de manière très simple en disant, oui, il y avait une représentation théâtrale. Et puis donc il y avait cette fameuse des répétitions, etc. Et puis j'arrive à lui dire au bout d'un moment, il y a un de mes cousins qui m'a dit tiens, si t'étais une femme, je te montrerais ce que je te ferais. Il avait 15 ans, son frère en avait 13, moi j'en avais 12. Et donc il m'a sauté dessus, etc. Et le psy s'est arrêté en disant c'est un viol. Et je me rappellerai toute ma vie parce que ça m'a, en fait moi j'en parlais comme en fait le stratagème de mes agresseurs, à savoir comme si c'était un jeu. Et je l'ai vraiment raconté de cette manière-là. Moi, ça m'a, même encore maintenant, ça m'a. Comme si c'était un jeu. Joli. Oui, c'est-à-dire que. Exactement. Et en fin de compte, exactement. Et ça a été le traitement, en fait, fait en famille, puisque j'ai été, même quand j'en ai parlé, en fait, tout le monde a cherché à banaliser comme ça se passe dans de nombreuses situations. Surtout, en cas d'inceste, parce que, faut préserver la dynamique du clan, comme on dit. Et ça a mis, il y a eu 2 ans, et puis j'ai ma grand-mère qui est une figure charismatique, qui a fait la résistance, etc., qui évidemment a dit ce qu'a vécu Arnaud est un viol. Wow. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, j'ai été réintégré. C'est la maman du grand-oncle ? Non, c'est la mère de ma mère. En fait, alors le grand-oncle était finalement un cousin de cette grand-mère-là. Wow. Et c'est donc elle qui a mis les pieds dans le plat. C'est elle qui a mis les pieds dans le plat, tout à fait. Donc elle a rétabli les choses dans leur contexte, en fait. Ouais, alors après, je pense que là où c'est plus compliqué, c'est que, je vais pas dire que c'était trop tard, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vécu, par exemple, cette phase d'exclusion, bon, je me rappelle, par exemple, moi, des fêtes de fin d'année, encore aujourd'hui, quand on fête Noël, par exemple, quand j'ai fait des Noëls tout seul, quoi. Donc, je sais qu'encore aujourd'hui, dès qu'il y a Noël, même si je le fais pas tout seul, mais j'ai des enfants, forcément. Et comment on réintègre sa famille une fois? On réintègre pas. Moi, je suis resté, même là, de toute façon, on est en froid, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de. Ça vient briser quelque chose. De toute façon, c'est quelque chose qui est dit. L'inceste, c'est un crime des liens. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où, à un moment donné, ne serait-ce que le traitement, et c'est là-dessus qu'il faut faire de la prévention. Moi, j'arrête pas de le dire. C'est-à-dire qu'on laisse aussi. Moi, c'est dur à dire. Je peux pas dire directement que j'en veux à mes parents de manière. Quelque part, oui, je leur en veux en tant que fils, bien sûr. J'aurais pas aimé qu'ils réagissent comme ça. Je sais que la réaction de ma mère, par exemple, quand je lui ai dit ce que mon grand-oncle m'avait fait, ça a été de dire on s'est fait avoir.
J'ai trouvé ça d'une violence en moi. C'est horrible. Bah, c'est-à-dire que mon grand-oncle, en fait, qui venait dormir chez Ils mes sont fait parents. tuer. Oh là là. Exactement. Et ma mère, en fait, sa première réaction, ça a été celle-là. d'abord, Et donc, une certaine, et en même temps, aujourd'hui, au regard justement du MeToo inceste, de la parole courageuse de Camille Kouchner, d'Audrey Pulvar et bien d'autres, aujourd'hui, je perçois les choses complètement différemment. Je me dis, d'une certaine manière, oui, ils se sont fait avoir. Parce que l'agresseur, c'est l'agresseur qui agit et qui fait en sorte, en fait, de parvenir à ses fins. Et de fait, alors c'est sûr, sa réaction n'est pas adaptée, je vais pas dire le contraire, mais néanmoins, c'est toujours pareil. Si on ne prévient pas, si on dit pas, c'est quelque chose qui existe et voilà comment faut réagir, et ben, on laisse les gens, en fait, seuls avec ce truc-là et avec des réactions désastreuses. Oui, et puis pour l'enfant, parce que l'enfant, lui, il reste après avec ces mots qui restent gravés, parce que moi aussi j'ai vécu, ma famille est dans le déni, ne veut pas en entendre parler. J'ai entendu, qu'est-ce qu'on nous a fait? Et à moi, qu'est-ce qu'on m'a fait? Mais ça rejoint, on a la même chose, Ouais. c'est Moi, le même ressenti. je voudrais revenir sur Anne, parce que Anne me dit, à un moment de l'entretien, on en a eu plusieurs, je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'est-ce que tu voudrais? Et elle me dit, mais j'aurais rêvé qu'un adulte entre dans la pièce. J'ai lu ça, ça dans votre... Ça m'a infiniment touchée, parce que j'ai compris des jours après ce qu'elle voulait dire. C'est pas juste qu'un adulte, parce que c'était chez la nounou, donc la nounou, évidemment que la nounou, elle pouvait quand même éprouver des choses de ce qui se passait dans son propre appartement, dans la pièce du fond quand même. Je ne faut peut-être pas exagérer non plus. Donc, en fait, ce qu'elle disait, je voudrais qu'un adulte voie. Et là, ça m'a ouvert le cerveau. Et je me suis dit, ce qui est insupportable pour tous ces enfants, c'est qu'il n'y a pas un adulte qui voit, il n'y a pas un adulte qui sait, il n'y a pas un adulte qui dit quoi que ce soit, et nous faisons la même chose. C'est pour ça que je demande que tous les enfants de 0 à 18 ans reçoivent la visite d'adultes qui leur disent, là, il existe l'inceste, le viol, et c'est interdit. Il y a des interdits pour les enfants, il y a des interdits pour les adultes. Et si des adultes viennent dire à chaque enfant français cette chose-là, soit l'enfant a déjà été incesté ou violé, et il entend un autre récit que celui du prédateur, parce que le prédateur, il lui dit toujours, mais c'est parce que je t'aime, mais tous les tontons font ça, bla, 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 etc. Enfin, c'est que des mensonges, emprises, voilà, par le récit du prédateur. Donc, ils entendent un autre récit. Si l'enfant n'a pas encore été incesté ou violé et que ça lui arrive, c'est pas pour autant qu'il va dire non, parce que parfois c'est extrêmement difficile de dire non à la personne qui va vous incester ou vous violer, mais au moins quand ça va lui arriver, il va avoir cet autre récit adulte disant c'est interdit. Exactement. Et il aura le courage de le dire. Ou pas, mais au moins en interne, psychiquement, il aura les deux récits. Exactement, parce que c'est arrivé à une petite fille que je connais, tout à fait. Et sa maman n'arrêtait pas de lui répéter ton corps, c'est ton corps, et c'est rien que ton corps. Et donc, grâce à ça, ça n'a pas été plus loin. Wow. Pourquoi? Parce que la petite de 3 ans, quand c'est arrivé, et ben tout de suite elle s'est dirigée, elle a pas pu aller plus loin, elle s'est rhabillée. Et quand elle est rentrée, elle a dit tout de suite dans la salle de bain, et ben mon corps c'est mon corps. Et quand la maman lui a dit mais pourquoi tu me dis ça, et ben elle a expliqué tout de suite mon corps c'est mon corps, et je l'ai dit. Et c'est vrai que c'est magnifique. De même que tout à l'heure je parlais de la petite Karine, elle raconte, enfin maintenant c'est une jeune fille puisqu'elle a 23 ans. Elle raconte, elle dit, mais parce que elle subissait, elle a commencé à parler, on la remettait à chaque fois dans sa famille, et elle racontait, elle disait, mais si j'avais su qu'en parlant davantage, on ne me ramenait pas chez moi, j'aurais parlé, j'avais qu'une envie, c'est d'être placée. Donc c'est cette parole qu'il faut libérer, ça c'est certain. C'est pas facile de parler, c'est pas facile d'écouter. Parce que soyons honnêtes, c'est pas facile d'écouter. On est bien placé pour le savoir puisqu'on fait de la prévention. Mais je peux vous dire que le nombre d'adultes à qui on tente de faire comprendre quelque chose et qui ne veulent pas écouter et qui nous répondent « Oh bah ça peut pas arriver dans notre famille ». Ailleurs, ah bah oui, ça c'est normal. Mais chez nous, jamais. Moi, ça me... Pour l'inceste, c'est abominable. Ça peut pas arriver. Pas dans ma famille. Non. Dans ma famille, ça n'arrivera pas. Oui, ben non. D'abord, ils n'en savent rien de ce qui s'est passé ou pas dans leur famille. Et puis, pourquoi ne veulent-ils pas écouter? Moi, c'est le mot écouter, entendre. Entendre cette raison qui dit, ça peut arriver, il faut protéger vos enfants. Nous, on a une maxime, on n'en guérit jamais.
Il vaut mieux prévenir que guérir, parce que guérir, c'est même pas la peine d'y penser. On n'en guérira pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Arnaud? Est-ce qu'on en guérit? Je sais pas si on n'en guérit pas. Je pense qu'il y a des manières pour moi de se reconstruire et si je veux dire de vivre avec. Après, ce qui est compliqué, c'est sûr, quand on a les séquelles qui sont terribles, c'est qu'il y a toujours, moi, je sais que j'ai des moments de sidération, ça m'est arrivé récemment, ne serait-ce que dans le regard d'une personne, et après, je retravaille ça avec ma psy que je vois toujours aujourd'hui, et là, en fait, c'est le regard d'un de mes agresseurs, etc. Après, ça veut pas dire pour autant que je vis avec ça continuellement, même si forcément ça prend de la place. Mais ça prouve bien qu'il faut un suivi quotidien. Visiblement. Oui, il faut un suivi quotidien. Après, là où d'une certaine manière on n'en guérit jamais, c'est qu'au niveau des séquelles. Alors là, c'est vrai qu'on parle des psys. Moi, je sais que j'ai différentes séquelles. Moi, j'ai un problème cardiaque. J'ai des troubles respiratoires avec une déficience respiratoire. Qui fait que par exemple j'ai été prioritaire dans j'ai fait partie, il y a moins de 800 000 personnes, le médecin m'a appelé en me disant on est bien d'accord, vous êtes prioritaire, hein. Ok, merci, c'est sympa, voilà. Ah oui. Mais non, mais on en rigole, mais c'est vrai que c'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces séquelles là, et d'ailleurs, pour la petite histoire sur ma déficience respiratoire qui peut s'entendre par moment, j'ai été assez estomaqué, c'est-à-dire que j'ai été hospitalisé à Biche à différents endroits externes, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose qu'ils constataient, ils n'arrivaient pas à trouver. Et j'ai retrouvé, en fait, j'ai été consulter une pneumologue qui m'a d'emblée dit, écoutez, je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles? Et là, je lui dis, oui, comment? Je lui dis, mais... Est-ce qu'elle avait fait une étude dessus? Parce que c'est impressionnant. C'est une personne, en fait, qui avait travaillé à l'Éducation nationale en tant que médecin et qui, en tant que pneumologue, disait que justement, ça faisait partie des troubles qui pouvaient être détectés chez les enfants. Et par contre, effectivement, c'était certains moyens et que ces moyens-là n'ont pas été mis sur la table parce que justement, trop coûteux. Par contre, ça fait partie des symptômes qui peuvent être diagnostiqués, qu'on pourrait mettre en place en France à travers des visites médicales, et c'est complètement dingue. Et ça veut dire que j'ai été avant chez 2-3 pneumologues, néanmoins, qui eux n'ont rien vu, en se disant, ils étaient dans leur truc, dans leur pratique. Attendez, monsieur, c'est bon, moi, je me rappelle à Bichat, c'était quasiment, faut arrêter. Je fais, attendez, moi, je vais jamais chez le médecin, vous me connaissez pas, c'est pas possible. Ouais, c'est exactement ça. Et pour autant, et en plus, en plus, il m'a pas réellement dit ça, parce qu'il y avait bien quelque chose de clinique, c'est-à-dire qu'il constatait qu'il y avait un problème, mais il savait pas d'où ça venait, le truc, donc, il faut arriver à trouver l'origine et pourquoi. C'est comme la boulimie. Il y a la même chose. Moi, j'ai entendu les mêmes choses avec des addictologues. Une jeune femme qui a été violée pendant quelques années par un colonel, j'en parle dans le livre, chez qui ils allaient déjeuner le dimanche. Amnésie traumatique, donc elle était jeune, elle a essayé d'en parler à sa mère lui a dit « Oh, tu sais, les hommes... Bon. » Et en fait, elle a eu des crises de boulimie, mais plus tard, vraiment adulte. Et c'est l'addictologue, exactement comme avec vous, qui lui a amené à comprendre qu'en fait, ça venait de là. Et maintenant, ça y est, ça va. Sauf que maintenant, on sait que les addictologies, alors que les maladies physiologiques, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Alors moi, il y a une dame chez qui j'ai fait une coloscopie, et elle me demandait le travail que je faisais. J'étais en train de faire ça, donc je lui en parle. Et elle me dit que ça lui est arrivé plusieurs fois qu'à l'occasion de coloscopie, il y ait des levées d'amnésie traumatique. Ouais. Parce le deuxième cerveau. Ça, c'est vrai. Pénétration du corps. Le deuxième cerveau. C'est quoi le deuxième cerveau? L'intestin, c'est le deuxième cerveau. D'accord. Les médecins qui traitent justement ces problèmes d'inceste par rapport au corps vous diront que le cerveau parle aussi à travers l'intestin. Ouais, ça, c'est une chose. C'est pas que lié à l'inceste, hein, c'est des problèmes de pénétration tout simplement. Bien sûr. C'est vrai que moi, pour avoir fait des coloscopies enfants, c'est vrai, c'est pas faux. Ça développe, ça fait ressurgir certaines choses. C'est ça, mais c'est ce qui est normal. Notre corps parle en fait. Et donc je suis la marraine d'une association qui a lancé une pétition pour qu'on demande que pour les victimes d'inceste et de viol sur mineurs, parce que c'est pas la même gravité, mais bon, peu importe, y ait un parcours de soins qui soit établi avec un médecin référent, et que ce médecin référent puisse amener, parce qu'en fonction des enfants, des mineurs ou des adultes, les séquelles sont différentes, qu'on puisse travailler avec une infirmière, avec un psy, avec un addictologue, j'ai une amie qui est dermato, et maintenant elle travaille la question comme ça.
C'est-à-dire, elle sait très bien qu'il y a des eczémas, il y a des machins, etc., qui sont liés à ça. Oui. Absolument. Et avec un sexologue aussi. Bien entendu, c'est bah ce que j'allais dire. Ça fait partie important, évidemment du parcours. Bah oui, de c'est soins. très important Ouais. par rapport à beaucoup de femmes. Pas Et à que beaucoup femmes, d'hommes, hommes. bien sûr. À beaucoup Non, de mais victimes, parce on va que dire. justement, la sexologue, une des sexologues avec qui j'ai travaillé, je trouvais ça très très intéressant. En fait, elle reçoit des visites de garçons qui pensent qu'ils sont homosexuels parce qu'ils ont été abusés par des hommes, et que ça, c'est une chose, je veux absolument parler, et que ces hommes les ont conduits au plaisir, à l'éjaculation et au plaisir. Du coup, ils disent, si j'ai eu du plaisir avec un homme, c'est donc que je suis homosexuel, et donc elle doit faire tout un travail avec eux. Peut-être qu'ils sont homosexuels, mais peut-être qu'ils ne sont pas homosexuels. Donc, elle doit faire tout un travail avec eux là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est Et complexe. c'est très, très intéressant parce que c'est évidemment que l'identité sexuelle est touchée. Mais c'est pareil pour les femmes. Hein. Bien sûr. C'est le même problème. Des fois, elles ont Bien l'impression qu'elles peuvent être attirées par les femmes, mais en fin de compte, c'est un travail. C'est pas du tout ça. C'est pareil pour les deux. Et cas. sur l'hypersexualisation, Chez les enfants. Et chez les femmes aussi, qui sont dans une hypersexualité. Enfin, ça brûle, quoi. Ça. Et donc, on peut pas. Le président de la République peut pas à la fois dire aux victimes vous n'êtes plus seuls et ne pas monter un parcours de soins. Je veux dire, il faut être raisonnable. Il n'y a aucune prise en charge. Hein. Alors, si, il existe un décret. Il existe un décret que j'ai mis dans le bouquin, absolument. Ah tout le monde ne le sait pas. Personne ne le sait. C'est bien de le dire. Donc j'appuie dessus. Il existe un décret qui dit que à partir du moment où le médecin reconnaît que la violence sexuelle a entraîné des séquelles durables, c'est une affection longue durée. Et à ce moment-là, il a une grille que j'ai trouvée sur Internet. Il a une grille à remplir. Et à partir de là, la personne est prise en charge à 100%. Sauf qu'en fait, ça marche pas très bien parce que, par exemple, on va l'amener chez un psychiatre pour que le 100% fonctionne. Ça ne marche pas avec certains psychologues parce que le psychologue marche pas sur le 100%. Enfin, c'est pas encore bien, c'est pas encore bien établi. Oui, non, c'est encore très très complexe. Oui, je veux absolument parler de la question du plaisir. Parce que ça a été vraiment une des claques. C'est vraiment une des claques que j'ai prises dans l'enquête. Un jour, je sais plus comment, mais je pose la question à une femme adulte qui avait été lourdement incestée quand elle était jeune, pendant des années. Et quelque chose, certainement, dans son récit, fait que je lui pose la question. Je lui dis, excusez-moi, je vais vous poser une question très intime, mais je vais vous la poser, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce que vous avez eu du plaisir enfant dans votre livre. Elle me dit oui. Du coup, j'ai posé la question à toutes les victimes que je rencontrais, et à 90%, la réponse a été oui. Et à 100%, la réponse a été je ne l'ai jamais dit. Et ça, pour moi, je veux absolument que ça saute, ce tabou-là, parce qu'en fait, les prédateurs conduisent le ou la mineure au plaisir, y compris des gamines qui ont 10 ans, qui sont prépubères, qui n'ont jamais eu leurs règles. C'est par une surstimulation du clitoris et une surstimulation du pénis, tout simplement, chez des enfants. Et du coup, c'est l'enfer, parce que qu'est-ce qu'il en fait, l'enfant, de ce truc-là ? De toute façon, c'est le corps qui se libère. Hein. De toute façon, c'est un automatisme. Oui, c'est Finalement, ça. C'est un automatisme. Et donc, c'est pour ça que les sexologues appellent ça orgasme pour le différencier de l'orgasme. Mais je pense même qu'il faudrait trouver encore un autre mot, parce que c'est trop près. Ouais, c'est trop. C'est trop près. Et c'est absolument fondamental, parce que c'est aussi pour ça qu'il y en a plein qui ne parlent pas de ce qui leur est arrivé. Ça culpabilise aussi. Évidemment. Mais alors, inversement, moi, je peux vous dire, après tout, c'est mon cas. Moi, j'ai une horreur de tout ce qui est sexe, mais une horreur absolue. Et j'ai été amenée à jouer la comédie à tous mes partenaires parce que ça me dégoûte profondément. Et profondément. Moi, je peux vous dire qu'on m'a jamais amené au plaisir. Hein, alors là, et pourtant, j'ai un grand-père qui m'a incesté et qui m'a prostituée. J'en connais un rayon. Je peux vous dire que non, c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, j'ai une horreur, mais absolue. Vous voyez. Et c'est pour ça que moi, je mets en garde. Je n'arrête pas de mettre en garde sur une chose. Attention aux charlatans. Dans ce domaine-là pour les victimes, où on va vous mettre dans la tête. Moi, j'en ai connu un qui s'est retrouvé en prison, Gilbert Torgman, dont vous avez entendu parler. Gilbert Torgman essayait de vous mettre dans la tête qu'il allait vous donner du plaisir, que comme ça, il allait... oui, moi, je l'ai connu, j'ai été une de ses victimes. Pour vous dire que, attention aux charlatans.
Et je le répète et je le redis. Attention à tous ces coachs de sexe, etc., qui nous envahissent sur nos, hein. Non, mais Faites très attention. La sexologue, je lui ai posé la question et elle m'a dit, mais je ne touche jamais un patient, jamais. C'est une aberration de toucher un... Voilà. Question. Ah mais rassurez-vous, il y en a qui touchent. Je peux vous le dire. Bon, voilà. Bon, je suis désolée, mais notre talk show, là, il prend fin. Et j'ai quelqu'un à côté de moi qui a hâte de nous livrer sa punchline. Ah et c'est moi, Coro. je vais faire ma punchline. Hein. Les femmes et les enfants en France sont en danger dans leur propre foyer. Oui, parce que les ministres en place se font des passes à travers des joutes verbales. Ils se renvoient la balle. Et bien souvent intéressés, ils essayent de nous faire avaler des lois controversées. Des lois qui appliquent le sadisme et le laxisme, et ensuite ils nous disent mais pourquoi ci, mais pourquoi cela? Eh ben, je leur répondrai tout simplement parce que beaucoup de gens ont des postes, des places, des trônes, alors qu'ils ne le devraient pas. Bien, je reprends donc maintenant pour vous rappeler que nous devions le mois dernier recevoir un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il se trouve en plus que je le connais, je l'aime vraiment beaucoup, puisque c'est un papa qui se bat pour défendre sa fille qui a été touchée par un de ses voisins. Malheureusement, le procès il l'a perdu. Et là, ce papa ne se résignera jamais. Il ne se résignera tellement pas que je vais l'interviewer prochainement et que vous entendrez ce qu'il a à nous dire parce que là, il vient à Paris. Il vient à Paris et il va être reçu à l'Assemblée nationale. Et il va être reçu par un député, le député de Seine-Saint-Denis. Donc, il va être entendu. Je vous rappelle son livre parce que c'est important de connaître ce livre. C'est Francis Tedeschi. Et ce livre, c'est Le combat pour Emma, le combat d'un père pour Emma. Il se bat pour Emma aux éditions Maya. Donc, cela, vous l'entendrez et vous verrez ce qu'il a à nous dire. C'est vraiment très intéressant. Eh bien, je suis très heureuse de retrouver un auteur dont je vous ai beaucoup parlé dans les précédentes émissions, qui est Francis Tedeschi. Ça y est, il est là. Donc, je suis contente parce que Francis n'est pas un auteur comme les autres, parce que vous voyez, j'ai son livre à la main. Le combat d'un père pour Emma. Ce n'est pas une fiction, malheureusement, ce combat d'un père pour Emma. C'est une vérité. Emma, c'est sa fille. Et sa fille, Francis va vous l'expliquer, malheureusement, elle a subi les assauts d'un homme qui habitait à côté de chez eux. Alors, Francis, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. C'était il y a quand même maintenant 6 ans. Pratiquement, oui. Donc ça s'est passé en 2016. Donc je vais vous raconter en gros. Donc en 2016, Emma a une agression sexuelle par un voisin qui a 22 mètres. Donc elle voulait jouer avec la petite et finalement elle n'était pas là. Et son papa l'a chopée dans le couloir et a fait des attouchements, que ce soit dans le pantalon, tout le reste, quoi. Donc je vais pas rentrer dans les détails, quoi. Donc on a été au commissariat de police, on a été entendu, le monsieur avec. Mais il faut savoir que ce monsieur nie toujours les faits, quoi. Et il faut savoir qu'il peut refuser des tests d'ADN. Enfin bref. Donc il a refusé 3 fois les tests d'ADN. En 2016, Emma était gravement malade. Donc elle a failli mourir. Donc ils lui ont enlevé 42 cm d'intestin en moins. Donc le monsieur refusait toujours les tests d'ADN. Janvier 2017, on avait reçu les résultats comme quoi il y avait bien des traces d'ADN, des traces masculines, mais le monsieur niait toujours ces traces d'ADN. J'ai dû passer les tests d'ADN moi-même et puis mon fils parce qu'autrement le tribunal ne suivait pas l'affaire, quoi. Donc une fois que les traces d'ADN étaient révélées que c'était pas les miennes, donc il y a une ordonnance de juge d'instruction pour convoquer le monsieur et pour qu'il passe ses tests aussi. Donc ça a été positif par rapport au monsieur. Donc c'est en janvier 2017, et voilà. Mars, avril 2017, donc il est convoqué au commissariat de police pour une enquête. Donc il nie toujours les faits, comme quoi bon c'est pas lui, que la petite est venue à poil, que c'est des bêtises et tout ça, quoi. Donc finalement il a été mis en examen et convoqué au mois de décembre 2017 pour agression sexuelle sur mineur par surprise. Donc décembre 2017, toujours pareil, on est passé en correctionnel, donc il nie toujours les faits. Et finalement, il a été condamné à 1 an avec sursis et 5 000 € d'amende, 5 000 € à donner à Emma, 1 000 € par an.
D'ailleurs, attendez, alors Francis, je vous interromps juste pour poser une question à Elisabeth, pour lui demander, mais est-ce que c'était normal que ça soit en correctionnel? Oui, puisqu'on est en matière d'agression sexuelle, non pas de viol. Et seul le viol passe en cour d'assises. Là, c'est une agression sexuelle, donc ça se passe en correctionnel. Voilà. Ce qui est quand même surprenant, c'est que vous en soyez encore là, alors que le test ADN a été positif. C'est quand même dans votre histoire, c'est ce qui me choque le plus. Oui, moi aussi, parce qu'en fait, l'ADN correspondant, il y avait à ce moment-là vraiment la preuve du délit. Son avocat disait que c'était pas une preuve suffisante. Qu'est-ce qu'il leur faut alors si l'ADN ne suffit pas? Oui, puisque même le procureur a dit, mais dans ce cas-là, on relâche tout le monde. Oui. Puisque monsieur n'est pas connu au service déjà, donc c'est bien son ADN, c'est pas le monsieur Sileski, moi-même. Donc c'est une incohérence, quoi. Oui, surtout que l'ADN aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait progresser justement la preuve en matière de justice. Bon, c'est vrai que c'est pas 100% réalisable, puisque c'est toujours fait par des laboratoires. Bon, c'est quand même beaucoup plus probant que tout ce qu'il y avait eu avant l'ADN, c'est certain. Parce qu'il parlait de la chimie, il y avait deux sortes, son avocat, la chimie, qui disait que c'était pas assez... c'était pas assez fort, comme on dit. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il la viole, quoi. Il fallait qu'il la viole, qu'il la tue, quoi. Moi, en tant que père, je pensais que c'était ça, hein. C'est vrai que c'est assez... Mais voilà, quoi. Alors là, si je comprends bien, parce que moi, je me souviens de votre histoire, Francis, puisqu'on s'était déjà rencontrés il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus maintenant, 2 ans. Vous m'aviez expliqué à l'époque que vous aviez fait une grève de la faim. Oui, pour arriver à vous faire entendre. J'ai fait une grève de la faim parce que tout le courrier que j'ai envoyé au procureur, aux mairies, au ministère de la Justice, président, tout ça, j'ai aucune réponse de leur part. Pourtant, c'est des gens qui doivent répondre à tout ça. Demain, vous êtes convoqué à un tribunal ou quoi, vous êtes obligé de donner une obligation de donner, bon voilà, je vais y aller, sauf pour motif maladie ou quoi. Mais là, on n'a aucune réponse. Pourtant, c'est comme des gens d'une société à part, comme on dit, et qui doivent rendre des comptes. Bien sûr. Alors, de cette grève de la faim, vous êtes allé après en vélo jusqu'à Paris. Jusqu'au ministère de la Justice en vélo. Ministère de la Justice. Ouais. C'est une rude épreuve. Je sais qu'à vos côtés, il y a une personne très courageuse qui est Christelle. Christelle la discrète, comme je l'ai surnommée. Parce que Christelle ne se montre pas. Non. Mais s'il n'y avait pas eu Christelle, Francis, est-ce que vous auriez eu, vous, la possibilité de faire tout ça? Parce qu'elle agit beaucoup. Franchement, non, parce que bon... toujours par derrière. Non, parce que bon, Christelle, bon, elle sait ce qui s'est passé, elle sait ce qu'il y a eu avant, et puis bon, je vais pas parler d'elle non plus, mais c'est des gens qui connaissent tout ça. Bien sûr. Qui connaissent tout ça, et heureusement que bon, on était là, parce que même m'emmener à Paris là maintenant, parce que je serais pas capable. Vous savez, et puis il faut être à plusieurs pour faire ça. Tout seul, c'était pas faisable. Maintenant, je vais enchaîner par mon moment préféré de l'émission. Voilà. Il en faut toujours un, mais moi, c'est le mien, celui-là. C'est notre chronique à livre ouvert. Alors, pourquoi j'aime tellement cette chronique? Tout simplement parce que là, on va donner la parole, à travers des livres, à des auteurs qui sont connus ou inconnus. Certains sont totalement inconnus et n'auront certainement jamais la chance d'être reçus par qui que ce soit. Leurs éditeurs, pourtant, allez, soyons honnêtes, pas souvent leur ont fait confiance gratuitement. La plupart du temps, c'est eux qui payent la fabrication de leurs livres, mais ils ont eu le courage de livrer leurs témoignages. Et je le dis souvent, évidemment, ces livres-là ne se vendent pas. À qui les vendent-ils? À leurs proches, à leurs voisins, à leurs amis, et puis voilà. Et ils restent avec tout ce travail et frustrés. Eh bien, nous, dans cette émission, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, on vous parle de certains livres. Alors bon, certains sont connus quand même. Hein. Si je vous dis Laura Rapp, tweeter ou mourir, aux éditions Michalon, vous allez me dire, ça y est, on connaît, on la voit. Laura, vous savez, elle a été victime d'un homme qui l'a battue, qui lui a fait un mal fou et qui a fini par la taper même enceinte. Aujourd'hui, Laura a gagné, Laura est en train de s'en sortir. Donc ça, voilà, c'est quelqu'un, ça me fait plaisir. Vous avez un autre auteur auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Betty Manochet. Betty Manochet qui a écrit « Ce n'était pas de l'amour ». Ce n'était pas de l'amour, elle a écrit ça aux éditions City. Qu'est-ce
Que nous dit Laura Betty dans ce livre? Eh bien, c'est la même chose. Elle a tout subi, hein. Elle a subi jusqu'au meurtre, puisque son père, qui était le violeur des filles de la famille, a fini par tuer sa fille qu'il avait mis enceinte, avec qui il avait eu un enfant. Enfin, une horreur. Donc, je vais pas vous raconter, mais je vous conseille de le lire parce que vraiment, elle a fait un sacré travail. Et puis, comme nous avons la chance ce soir d'avoir une auteure présente et une auteure qui n'est pas inconnue, Dominique Sigaud. Donc moi, eh bien, ce soir, je vais me reposer et je vais laisser Dominique nous parler de son livre. Alors, Dominique, qu'avez-vous voulu dire à travers ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer? Vous, autour de la table, ce que je dis dans le livre, globalement, vous le savez, mais c'est moins... Enfin, si je m'adressais aussi aux victimes. En fait, je voulais d'abord que les adultes entendent ce que c'est concrètement l'inceste et le viol. Je voulais dire aux adultes, imaginez que pendant 10 ans, quand vous rentrez de votre travail, vous allez être violé chez vous 3 fois dans la semaine. Vous savez pas quand, vous savez pas où dans la maison, mais vous savez pas si ça va être brutal, vous savez pas si ça va être doux, et ça va durer pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, personne ne va vous venir en aide. Et je voudrais que les adultes commencent à entendre ce que c'est pour un enfant, cette chose-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que mon livre soit cash, cru, c'est-à-dire que et effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec des victimes qui ont été géniales et géniaux, parce qu'ils ont été extrêmement cash, extrêmement honnêtes, extrêmement nets, remarquablement nets. Et j'ai fait exprès parce que je veux absolument qu'on fasse exploser le plafond de verre, et j'en ai assez qu'on utilise des images. C'est pas une image. L'inceste et le viol, c'est vraiment pas une image. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, je suis très impressionnée, moi, par la vaillance de ces victimes, y compris très jeunes. Ce que j'ai compris, c'est que quand on a été incesté pendant des années, pendant des années, on a été en colloque avec soi-même. Quand je dis colloque, c'est pas colocation, c'est colloque, parler avec soi-même. Est-ce que je peux le dire maintenant? Je dois attendre quand? Qu'est-ce qui va se passer si je le dis? Maman, elle va faire quoi? Est-ce qu'on va me croire? Enfin, c'est une discussion avec soi-même qui dure des années et des années. Et j'ai fini par comprendre ce que ça forme à l'intérieur de ces individus, et que ça fait des individus vraiment très intéressants parce qu'ils ont grandi. Certes, ils ont grandi tout seuls, mais ils ont beaucoup grandi. Et à partir du moment où enfin ils ont des adultes qui se mettent à leur côté pour les aider, pour les soutenir, pour les emmener avec eux, etc., ça fait des gens tout à fait remarquables, et qui en plus très souvent veulent à leur tour intervenir pour aider les autres victimes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné aussi. Le nombre de victimes qui créent une association, veulent venir en aide. Enfin, c'est remarquable quand même. C'est formidable, je trouve, ça. C'est vrai. Et il y a une autre chose aussi, qui m'a énormément troublée. Je pensais pas qu'on en était à ce point dans notre pays. C'est le déni des droits des victimes par rapport à la police et à la justice. Alors, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Donc moi, on l'a dit tout à l'heure, je viens du Sud, j'habite le Sud. C'est vrai qu'on a un rapport à la loi dans le Sud qui n'est pas exactement le même que le rapport à la loi dans le Nord. Mais là, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'il y a des gamines, notamment des gamines qui ont été incestées pendant 10 ans, qui enfin un jour se disent, bon, ça y est, c'est le moment, je le dis. Vont à la police, et la police la gendarmerie demande, tu te masturbes le soir devant des films porno? Belle question. Ah, ok, d'accord. Qui es-tu, monsieur le gendarme? Qui es-tu pour poser cette question à cet enfant? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu représentes quand tu demandes ça? Et en fait, on est même dans plusieurs cas, en fait, je suis intervenue avec les victimes, et là, dans ce cas-là précis, je suis intervenue et on a envoyé le dossier au défenseur des droits, et le défenseur des droits va attaquer ça, et je voudrais qu'il y en ait de plus en plus
parce que on n'est pas dans un état de droit sur cette question-là. L'état de droit n'est absolument pas établi. Il y a des inégalités d'une profondeur abyssale entre les enfants à qui ça arrive. Je suis très 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 impressionnée. J'espère vraiment que l'État va. Alors, je suis assez a priori, la commission qui a été montée, il y a des gens sérieux qui sont dedans, le juge. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont l'air. Voilà. Et ben voilà. Il en fait partie. Et ben voilà. Alléluia. Non, mais je savais pas que vous faisiez partie de la commission. Cette commission. Il y a eu une réunion. Oui, plusieurs réunions. Parce que je vois rien sur Internet qui sort. Non, mais c'est parce qu'ils travaillent. Tout se passe pas sur. C'est un choix. Il Interne. y a la vie des réseaux et puis il y a ce qui se passe en vrai. Après, on est en lien, y compris à l'international, avec les choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Arnaud. Après, il y a quelque chose qui se met en place. Mais il peut pas tout dire. Non. Non, mais il va pas tout nous révéler. Non, mais après, mais au est-ce niveau que- de la commission, bien sûr, je trouve ça On pourrait avoir un intéressant. calendrier. Ah bah, il y a un calendrier, il y a une communication qui a été faite. On sait qu'on va produire un rapport à la fin de l'année pour justement déjà apporter une première réponse. Après, moi je suis par exemple sur la sous-commission recherche. Et là d'emblée, on a fait valoir que si on devait faire une recherche, la commission a été nommée sur 2 ans et on s'est dit que 2 ans c'est de la communication. Si on veut faire de la recherche, il faut que ce soit plus longtemps. Donc il y a des choses qui ont été entendues, qu'on va défendre. Il y a un budget quand même qui a été alloué, quoi qu'on en dise, même si on a pu dire au secrétaire d'État notamment qui a mis en place et instauré la commission que l'État, que le gouvernement n'avait pas été au rendez-vous par rapport à la loi. Nous, dans tous les cas, on veut travailler, c'est-à-dire qu'on va pas fermer la porte. C'est pas trop. C'est la on a première envie. fois qu'il y a un Bien budget. sûr. Que Taquet a un budget. Exactement. Il y a un budget. Donc oui, il y a des choses qui vont se mettre en place. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, ce qui est compliqué, et on en parlait justement tout à l'heure, c'est que il y a aussi une forme de pensée dominante, je pense, en termes des fois même de certaines manières de faire. Il y a les courants de pensée comme au niveau de la psychanalyse qui fait rage. Je pense qu'il y a des manières de faire qui sont différentes. Moi, j'étais hier soir avec une chercheuse israélienne en droit, justement en Israël, qui m'expliquait aussi, qui avait beaucoup travaillé sur la question de la mémoire traumatique, tant avec des personnes victimes d'ailleurs de violences sexuelles, mais aussi avec des personnes victimes au niveau de la guerre, quoi, tout simplement. Et je trouve qu'il y a beaucoup, exactement, il y a beaucoup à apprendre aussi de ce point de vue-là. Et la France, on est souvent quand même, on a l'impression d'avoir tout vu, on sait tout, etc. Alors qu'on est bien en retard, notamment sur ces sujets-là. Et je pense qu'on va pouvoir amener ça. On voit que la volonté, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que la volonté, notamment d'une personne comme Édouard Durand, notamment, il a dit que pas de langue de bois. Après, la manière dont ça va être repris, on n'en sait rien. Après, quoi, une bonne réputation. quoi qu'il en soit, je pense que ça a le mérite au moins d'exister. Et puis après, ça à nous de nous en saisir. Après, on peut toujours se dire, c'est vrai qu'il y a les rouages politiques. Bah oui, il y a des rouages politiques. Ça, on verra comment on s'en saisit. Bien sûr. Faudra faire avec. Mais en tout cas, voilà, on s'y investit. Et moi, ça me prend un peu de temps, y compris avec les questions de décalage horaire, qu'on faut joindre quelqu'un qui est en Australie ou autre. Forcément, ça c'est me pas dépasse. évident. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a des choses effectivement qui vont. On peut quand même se dire que c'est la première fois que quelque chose est vraiment, vraiment fait pour ces victimes, quand même. Oui, et puis et on peut se dire aussi que c'est la première fois qu'il y a un mouvement en France comme celui de Mission Inceste qui a quand même venu quand même bouger beaucoup de choses, et il était enfin temps. Après, faut pas perdre de vue non plus. Moi, j'ai une pensée, j'étais assez proche notamment de la parole libérée parce que moi, ce grand oncle-là était également prêtre. Ah d'accord. Donc, d'accord. Moi, j'en pense que c'est vrai, vous avez la coquille, c'est bien. Pour revenir à ce que vous disiez, en fait, il y a quand même une chose qui est arrivée il y a 8 jours, c'est que l'État a été condamné pour faute lourde dans une affaire, non seulement l'affaire de Karine, dont je devais parler tout à l'heure, mais faute lourde, c'est la première fois que ça arrive avec une indemnisation de 55 000 €. Première fois que ça arrive, c'est un fait historique. Pour justement les dysfonctionnements qui ont eu lieu au niveau de tout ce qui s'est passé, juge, police et en même temps, il y a eu tellement de preuves. Il y avait eu une précédente condamnation pour l'affaire de la petite Marina, mais par la Cour européenne des droits de l'homme, et la première fois, c'est la Cour d'appel de Paris. Donc, et l'État, c'est l'État qui a été condamné, oui. Je ne sais pas si l'État va faire appel. Après, ce qui est compliqué. C'était en appel. D'accord. En première instance, il n'y a eu que le déni qui a été reconnu. En appel, faute lourde. Après, sur les questions, j'entendais parler du défenseur des droits. Nous-mêmes, on l'a sollicité à plusieurs reprises. On sait déjà que tout le monde. Notamment parce que j'étais aux côtés. Non, c'est Claire Rémy. Je crois qu'il a pris ça. Et donc, mais sauf que
on n'a jamais eu de réponse directement nous, sur les questions qu'on posait, notamment avec la parole libérée sur la plage devant l'église, comme il y avait quand même des choses qui étaient un peu contestables et qui étaient un peu en lien avec le droit quand même derrière tout ça. Et nous, on n'a jamais eu, même là, d'ailleurs, même sur le MeToo inceste, etc. Moi, au contraire, j'ai toujours des réponses. Nous, on n'a aucune réponse. Alors moi, comme je dis aucune réponse et comme je tweete un peu, des fois j'ai des appels directement de personnes qui sont dire oui, on va traiter. Mais j'ai jamais de réponse. J'ai jamais de réponse. Moi, c'est pour ça que je tweete un peu des fois en disant oui, c'est curieux parce que moi, sur ces histoires-là, au contraire, elles sont intervenues tout de suite. Mais je pense que la revendication collective, sur par exemple des questions d'une défaillance réelle au niveau de l'État et du traitement au niveau de la société, les jeunes peut-être plus d'une certaine manière qu'une situation singulière. Il y a aussi cette dimension-là. Et donc, eux disent, d'ailleurs, c'est la personne que j'avais au téléphone qui me dit, ouais, vous savez, il y a quand même des lois, alors après, il faut voir, on se positionnera, on fera un communiqué de presse. Non, mais ça fait vraiment peur, c'est tout ça. Donc, oui. Et puis nous, forcément, là où il y a eu, je dis nous, parce qu'on est quand même sur une dimension collective, ils savent bien, c'est là où ça fait peur aussi, c'est qu'ils savent bien que ça s'arrête pas. Donc, et eux-mêmes, le défenseur des droits, d'une certaine manière. Et sur quelque chose où nous on l'a dit d'ailleurs, il y a eu un silence. Quelqu'un a entendu le défenseur des droits suite à MeToo inceste? Non, qui n'a pas entendu. Jamais. Non. Pas une prise de parole. Et pourtant, j'ai écrit au nom du collectif, au nom du monde ensemble, j'ai réécrit en disant oui, vous n'avez toujours pas répondu, etc. On n'a pas eu de réponse directement. Accusé de réception. Oui, avec accusé de réception, bien sûr. Et alors moi, ce que j'essaye de faire aussi, je ne sais pas si ça va marcher. Donc j'ai travaillé quelques mois à Nancy sur ces questions-là et j'ai trouvé ça très très intéressant de travailler ça sur un territoire parce que c'est beaucoup plus facile. Oui. Vous pouvez réunir le procureur, les gendarmes, la police. C'est beaucoup plus facile. J'avais commencé à travailler avec la toute petite enfance, avec les services de petite enfance. On devait travailler dans les crèches. Je travaillais très très bien avec le rectorat. Enfin, c'était passionnant et de voir aussi que un peu tous ces professionnels n'attendaient que ça. C'est-à-dire, ils attendaient que quelqu'un vienne faire le chef d'orchestre et dire bon, allez, on va s'occuper de la question sérieusement, les uns et les autres, on va faire ça ensemble, etc. Bon, malheureusement, le maire qui m'avait nommé a été battu et l'autre a interrompu ma mission. Mais du coup, je cherche ça en fait. Je cherche un territoire sur lequel je peux travailler cette question-là, parce que du coup, ça fait pilote, ça fait espace pilote, et après, on peut le reproduire dans d'autres territoires. C'est beaucoup plus facile sur un territoire. C'est certain. Ça me fait penser à ce que l'on fait en ce moment. Vous savez, un médecin, une ancienne enfant placée de l'ASE d'ailleurs, qui est devenue médecin, je cherche son nom, Baco, qui est en train de faire des choses fantastiques au niveau des hôpitaux, puisqu'elle constitue des cellules pour arriver à détecter les enfants qui ont été touchés, qui sont victimes, etc. Et là, elle en a déjà 7 ou 8 hôpitaux qui fonctionnent avec ça. Vous avez raison, Dominique, quand vous dites si on arrive à faire des choses ciblées, on va pouvoir faire boule de neige. Moi, c'est ça que j'espère de tout mon cœur, c'est que ça fasse boule de neige et que on finisse par. Bon, on n'est pas naïf, on sait bien qu'il y aura toujours des victimes. Évidemment. Mais si on pouvait arriver à sauver. Mais déjà, si tous les enfants sont prévenus que ça existe, exactement. Si on va les aider, ça va faire surtout que la culture commune va changer. Absolument. Elle est déjà en train de changer. Hein. Dans certaines banlieues, les gens ont des idées préconçues. Et là, on voit avec tout ce qui se passe sur les réseaux que c'est en train de... Ça change. J'écoute des mamans, je vois des femmes voilées qui ne parlaient pas de certaines choses et qui maintenant n'acceptent plus aussi certaines choses. Bien ça. Et donc ça change. Moi, je le constate. On doit beaucoup au mouvement MeToo quand même. Exactement. Exactement. Bien sûr, absolument. Ça se décline. Il fallait que quelque chose éclate quelque part. La seule chose, j'ai toujours envie de dire, il faut que ça continue. Voilà, il faut structurer. Maintenant, il faut que ça continue. Voilà, sinon, absolument. Après, la lutte, elle est internationale. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les frontières. C'est ce qu'on disait à la collègue israélienne. C'est-à-dire que et elle-même, en nous parlant d'ailleurs, me faisait la confidence que elle vient de savoir que son fils avait été victime. Voilà.
Et elle me l'avouait parce que justement mon histoire lui parlait, c'est incroyable. Et je dis mais bien sûr, de toute façon c'est international. Si on fait ça, en plus quand on apprend, on traite ça en termes de pédopornographie, etc. On est dans des trucs, dans des réseaux, mais de dingue, ça fait peur. On a besoin de mettre des moyens, mais internationaux par rapport à ça. Là où on voit les choses, finalement, mais ça, les États. Normalement, l'Europe, elle en met. Oui, mais sauf que les États, si les États ne suivent pas, comme la France, on voit bien les moyens qui sont dévolus en France. La France ne suit pas. Ah bon? Non, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, bien sûr. La France est rappelée à l'ordre par le Conseil de l'Europe. Systématiquement. C'était il y a une vingtaine d'années, le fameux fichier que la Suisse, toute l'Europe avait utilisé. Nous, il a été mis. Comment il s'appelait ce fichier avec des centaines d'enfants que les gens pouvaient venir reconnaître dans les commissariats, voir si ça concernait leurs enfants. En France, il a un nom, j'ai oublié le nom. Mais... Et la France n'a pas voulu l'utiliser? Non. Elle n'a pas fait d'appel, elle était obligée de le prendre, mais aucune j'allais dire, de publicité, aucune communication. Ça bloque. Il y a beaucoup de choses curieuses. Par exemple, moi, je vais vous poser une question. Vous saviez, le 25 mai, c'était la journée internationale de quoi? Oui, on a tout tellement. Des enfants disparus. Personne n'en a parlé. Je n'ai pas vu un seul signe. Si, j'ai vu. Non, mais il n'y a pas eu d'interview, il n'y a rien eu. Alors que les enfants disparus, enfin, souvent, ce sont des enfants qui ont fugué de foyer parce qu'ils étaient victimes d'inceste. Ça, on n'en parle pas. Ou ils ont été embarqués dans des trafics d'êtres humains. On n'en parle pas. Enfin, il y a des choses qui me sidéreront toujours. Mais en tout cas, j'étais contente d'avoir Dominique Sigaud ce soir avec nous. Je rappelle son livre Peau d'âne et l'ogre, paru chez Albin Michel. Et nous nous excusons auprès de Dominique d'avoir été violente pendant la première partie. C'est parce que je suis une petite chose. C'est pour ça. Mais on aurait dû protéger davantage de petites choses. Je suis aussi. Une petite chose qui a écrit un livre quand même assez qui est costaud, hein, la petite chose. Assez dur. On est quand même les deux. Nous sommes tous autour de cette table les deux, je pense. Absolument. À la fois une petite chose et une chose costaud. Alors, le mois prochain, nous allons aborder notre dernier numéro avant notre pause estivale. Et là, je crois que beaucoup de gens vont être contents parce que nous allons retrouver Charlie. Qui est notre Charlie? Pascal Neveu. Qui est Pascal Neveu? Un psychanalyste qui nous a aidés à démarrer une émission, franchement, où on ne savait pas où on allait. Et vraiment, on le remercie encore. Il sera avec nous. Et de quoi allons-nous parler? D'abord, bien sûr, nous allons faire un best-of. Hein. Dominique... J'écouterai pas. Vous n'écouterez pas. J'ai l'impression de lire détective quand vous faites ça. Mais Dominique, vous écouterez par contre la partie qui va vous plaire beaucoup, qui sera sur l'emprise. Très bien. Parce que nous allons parler de l'emprise, parce qu'il faut en parler et on n'en parle pas suffisamment. Donc on abordera avec Pascal, qui est donc psychanalyste. Voilà. Donc, mais je pense que c'est important, pardon, je me permets là, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui se dit là. Je pense que les échanges qu'on avait en aparté, c'était un peu sur la figure du monstre, justement, qui peut naître de tout ce qu'on appelle, et ce qui fait vendre, le fait divers, avec effectivement quelque chose qui est époustouflant d'une certaine manière, parce que personne ne se rend compte réellement de ce que c'est, et c'est pour ça que il y a une vraie vigilance après. D'ailleurs, on le voit bien, même dans ces histoires qu'il y a eu avec le MeToo inceste, là où ça a commencé un peu à chuter, c'est quand finalement certaines personnes ont commencé à se dire tiens, ça se passe encore chez des personnes, c'est des stars, etc., etc. Et finalement, on se rend plus compte que c'est juste à côté chez nous. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a une vraie vigilance à avoir, y compris par exemple, et c'est pour ça quand même quand je parle de mon histoire, des fois je suis très cru en disant par exemple, d'ailleurs mon histoire va passer, je l'ai su là aux assises. D'ailleurs, j'ai eu la nouvelle, effectivement. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, là où il y avait un doute, c'est ce que l'avocat me disait, c'est que le fait que ce soit correctionnalisé, ça veut dire que la pénétration n'est pas retenue. Je trouve que c'est d'une violence, par exemple, inouïe. Et c'est pour ça que si on parle du fond, pour moi, effectivement, ce type de
de drames terribles, affreux, époustouflants, enfin le truc, mais d'une violence inouïe. Oui, bien sûr que la justice a plus que failli, qu'il y a des responsabilités, même il y a même il devrait même y avoir des poursuites, je pense, judiciaires contre la justice, contre l'État, contre les personnes qui n'ont pas agi. D'ailleurs, ils le disent dans certaines histoires. Il y a eu des mains courantes. Là aujourd'hui, on impose des dépôts de plainte. C'est un scandale fini. Mais par contre, si on regarde que ces histoires-là, d'une certaine manière, qui sont terribles, atroces, etc., on n'a plus le sentiment, justement, que finalement, l'atroce, c'est aussi à côté de chez soi, et c'est pas forcément avec un jerrycan, c'est aussi avec des armes qui sont uniquement, bien souvent, la parole, et le pouvoir d'un adulte, sur un enfant ou sur une personne, une relation de domination. Sur un adulte aussi. C'est pour ça, si voilà vous voulez, la petite explication. Non, mais tout à fait. Mais ça peut expliquer. En solidarité. Voilà, ça peut expliquer tout simplement pourquoi ces brèves ont leur utilité. Parce que si on n'en parle pas, si on ne dit rien, si on laisse s'enterrer ces histoires-là, on passe à autre chose. Et où vous avez raison, Arnaud, c'est que ça peut se passer juste à côté de chez nous. Et qu'on ne prend pas, les voisins entendent appeler au secours, hurler, ils ne prennent pas leur téléphone, ils n'appellent pas, ils ne bougent pas. Et c'est peut-être là-dessus aussi qu'on essaye de... Voilà, on essaye de leur dire, vous n'avez pas le droit de vous taire, vous n'avez pas le droit de ne pas réagir, que vous n'alliez pas vous mettre en danger parce que vous risquez un coup de couteau, je le comprends. Mais que vous ne preniez pas votre téléphone pour alerter, la police, je ne comprends pas. Là, vraiment, je ne comprendrai même jamais. Et pour beaucoup, avec tout ce qui se passe, ça devient une banalité, tout simplement. Absolument. Et il y a la peur, comme on disait tout à l'heure, mais ça devient banal, et justement parce que ça va trop vite. Et ça aussi, c'est un danger. MeToo a libéré la parole, mais maintenant, comme on disait, il faut agir. Et agir, c'est sur le terrain. Et c'est avec... Ouais, mais justement, donc c'est pas en culpabilisant. Moi, je suis pas convaincu, par exemple, que les personnes qui n'agissent pas, par exemple, qui retiennent pas quelqu'un avec un couteau ou autre, c'est d'une violence inouïe, ce truc, et je pense que ça peut culpabiliser, à mon sens également, de penser à des choses comme ça. Par contre, quand on se dit que la société peut agir, qu'il y a d'une certaine manière, non mais justement, et donc on doit sécuriser, je dirais, l'ensemble, et c'est autre chose. C'est-à-dire que on voit plus une responsabilité individuelle, et c'est exactement, moi j'intervenais juste avant de venir ici, avec notamment, il y avait des travailleurs sociaux, des parents, etc., qui étaient là, et je leur disais, mais moi, à plusieurs reprises, on a cherché à me dire, mais vous pensez que les travailleurs sociaux sont pas assez formés? Je fais, attendez. Sincèrement. Non, mais au-delà de ça, je dis sincèrement. Dire qu'ils sont pas assez formés, bien sûr qu'il y a besoin de formation, mais dire qu'ils ne le sont pas assez, ça renverrait une forme de culpabilité. Je pense que l'enjeu, c'est pas ça. Si on regarde les chiffres, si c'était juste une histoire de formation, mais je veux dire, on a rien compris. Je veux dire, c'est un peu plus complexe que ça. On parle de politique, de santé publique, etc., de protection de personnes. Arnaud, on se revoit à la rentrée pour reparler de tout ça. Dominique, je sais pas si elle voudra venir, je sais jamais, peut-être quand même. Dominique. Si vous êtes gentil, si vous ne mettez pas trop de crimes pendant un quart d'heure au début, on verra. Bon, c'est peut-être négociable. D'accord, on négocie. On va négocier. Avec plaisir. On va négocier. Bon, et bien maintenant, nous allons conclure en disant quand même quelques mots sur la personne qui nous a accueillis ce soir, puisqu'il s'agit de So Good Media. Et ça, c'est Elisabeth qui va vous en parler. Alors, quelques mots, oui, sur l'association So Good, qui a un but socio-éducatif et culturel pour mettre en lumière des artistes, des associations, des initiatives, des causes, des événements, des entrepreneurs, des sportifs, des médias. Et dans le cadre de sa structure, il propose l'initiation aussi à des jeunes d'ailleurs, du coaching au métier de l'audiovisuel, des ateliers de média training, de community management, d'écriture, notamment slam, poésie, rap. Et son but, c'est informer, lutter contre la fracture numérique, former, organiser et consolider le développement de l'image. Et donc voilà aider. Pour Wolf, qui est très bien. So Good. Et donc aider des jeunes. Voilà. Et à côté de moi, Coro va nous parler de CTV Productions. Productions, c'est un média indépendant et aussi une marque revendicative qui est là pour dire aussi, pour rappeler à la jeunesse qu'ils ont le droit à la parole, qu'ils ont le droit de dire qu'ils en ont marre de ci, qu'ils en ont marre de ça, qu'ils ont le droit de mettre les mots dessus et ils ont le droit de cracher. Alors cracher pour le climat, cracher contre la pédocriminalité, cracher contre la prostitution, cracher sur tout ce qu'ils veulent, les revendications, ce qui leur tiennent à cœur. Ils ont le droit et c'est une marque qui aide aussi à participer à des causes au niveau des violences, au niveau des enfants. Voilà. Et quant à Elisabeth et moi, voilà, nous sommes l'association
On est une toute petite association qui s'appelle SOS Viol Enfance, prévention de l'inceste et de la pédocriminalité. Prévention. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne souhaitons pas l'être. Nous souhaitons simplement, avec nos voix, avec notre écoute, avec notre empathie, avec nos connaissances, eh bien, aider des parents qui sont en perte complète parce qu'ils ne savent pas comment aider leurs enfants. Ils se sont rendus compte de certaines choses, mais ils savent pas quoi faire. Aider des victimes, des anciennes victimes, parce qu'elles nous appellent aussi pour protéger leurs propres victimes, leurs propres enfants, parce qu'ils ont tellement peur de reproduire des schémas. N'oubliez pas qu'on parle un petit peu trop de ça sans expliquer ce que ça veut dire. Ça fera l'objet d'une de nos émissions, parce qu'on a trop tendance à dire que la victime, elle va transmettre dans le cerveau de ses enfants. Et nous, en tant que victime, on est perdu dans cette histoire et on souffre. Ça fera l'objet d'une autre émission. Eh bien voilà, je vous annonce donc que l'émission est terminée, que nous allons nous retrouver le mois prochain pour la dernière avant l'été. Et rappelez-vous, vous êtes ici sur la plateforme de Média. Merci Katia. Merci à vous. Merci à vous tous. Autres sales endroits. Pour toi, Katia, les bois, le parc. Trahir la confiance d'un enfant. Le violer, c'est lamentable. Souiller tout son corps, supplier.